Ok. Bonsoir à tous, bienvenue dans cet Open Talk. Je suis Yoann Duclos, je suis en compagnie donc, de Robin à Marseille. Bonsoir. Bonsoir. Et donc, ce qu'on va faire avant de démarrer, c'est qu'on va régler les problèmes techniques et surtout savoir d'abord si, déjà dans un premier temps, vous m'entendez, premièrement, et si vous nous voyez. Voilà. Donc, si c'est le cas, dans la fenêtre de chat qui se situe à droite de votre écran, vous pouvez dire OK, vous m'entendez, OK, vous me voyez. Voilà, déjà, on va régler ça dans un premier temps parce que c'est pas comme à la télé. Hein. Ça ne marche pas du premier coup sur Internet, il y a des paramétrages. Ok, super. Donc, vous nous entendez, vous nous voyez, c'est super. Alors, si, ok, oui pour les deux, nickel. Donc, si vous nous voyez, alors pour ceux qui ne nous voient pas et ceux qui ne nous entendent pas, ce sont des réglages que vous devez faire sur votre ordinateur pour les paramétrages de son ou directement sur le navigateur, vous avez une petite molette certainement pour régler le son voilà, et l'adapter à votre ordinateur. Donc, à partir du moment où il y en a qui nous entendent, c'est que c'est plutôt chez vous, si vous ne nous entendez pas, qu'il y a un petit souci. Voilà. De notre côté, la connexion est bonne et on n'a pas de problème et je vous remercie pour ceux qui nous ont répondu. Donc, le sujet de ce soir, c'est donc la performance collective et je suis avec un expert de la performance collective, Romain, qui donc est manager du Cercle des nageurs de Marseille et entraîneur en chef de l'équipe de France de natation. C'est ça, Romain? C'est ça, c'était le cas en tout cas jusqu'en 2016. L'équipe de France olympique 2016-2020 est en constitution et le plan sur les 4 ans est en train de se travailler. Donc, ma fonction autour de l'équipe de France est encore existante. Quant au titre d'entraîneur en chef, c'est à discuter dans les mois à venir. Ok, très bien. Alors, dans cet Open Talk, c'est un webinaire qui est quand même original. Original dans le sens où l'idée de cet Open Talk, donc de discussion ouverte, c'est de pouvoir vous apporter des éléments de réponse à travers la performance collective. Et donc, quoi de mieux qu'un expert de la performance collective, donc à travers justement la gestion de collègues, je dirais, et puis en même temps concurrents, parce que c'est ce qui est en compétition, et puis en même temps, voilà, collègues parce qu'ils vont nager ensemble dans le relais, et puis concurrents après parce qu'ils peuvent nager les uns contre les autres. Donc, comment on arrive avec Romain à créer justement une dynamique positive. Et peut-être que c'est votre cas où Romain aussi pourra nous expliquer la vie collective des nageurs. Et justement, à travers son expérience, c'est que vous fassiez le parallèle après avec votre situation. En tout cas, ce que l'on veut aujourd'hui, ce soir dans cet Open Talk, c'est pouvoir vous apporter des éléments de réponse par rapport aux problématiques, par rapport aux obstacles, par rapport aux objectifs que vous poursuivez avec vos collaborateurs, que ce soit des challenges ou que ce soit des conflits, par exemple. Et que vous nous reportiez à travers le chat vos questions que vous auriez pour Romain. Et Romain se fera un plaisir, par rapport à son expérience, de vous apporter des éléments de réponse concrètes à travers justement tout ce qu'il a vécu en compétition. Donc, ce que je vous demande à travers ce webinaire, c'est de préciser vos questions dans le chat et d'être le plus précis possible par rapport à votre problématique, de façon à ce que j'interprète le moins possible et que ça puisse vous aider au mieux dans la situation que vous connaissez. Voilà l'objectif de cet Open Talk, c'est de vous apporter donc ces éléments de réponse. Globalement, donc, ce webinaire va durer 1h30 en moyenne, plus ou moins 15 minutes. Voilà, donc on va finir vers 20h30 à peu près, il faut compter là-dessus. Et donc, pour ma part, donc on a présenté Romain, pour ma part, je suis donc Yoann Duclos, dirigeant de haut débit, je suis coach aussi en intelligence collective. Et donc, avec Laurent Chambertin, pour qui j'ai une pensée ce soir, qui a co-organisé ce webinaire avec moi, mais qui est à un événement à Paris pour les Jeux Olympiques 2024, ne sera pas avec nous ce soir. Mais voilà, mais par la pensée, en tout cas, il est avec nous. Donc, il a co-organisé aussi ce webinaire. Et donc, au cours de ce webinaire, donc, on a déjà un premier volet sur les questions que vous aurez, mais on va avoir aussi, au cours de ce webinaire, des propositions à vous faire pour aller plus loin. Voilà. Alors, donc, c'est un accompagnement ou des formations pour compléter peut-être la problématique, voilà, des offres spéciales, uniques, par rapport à ce soir, avec des offres promotionnelles qu'on vous proposera tout au long du webinaire, en tout cas dans la deuxième partie du webinaire. Voilà, je préfère vous le dire tout de suite pour vous dire voilà, les moyens qu'on va mettre en œuvre aujourd'hui pour atteindre vos objectifs, parce que c'est vraiment l'objectif. Voilà pour le contour pour les présentations.
moi, je vais me taire, je vais laisser Romain donner dans un premier temps le périmètre et la vision qu'il a de la performance collective. Pendant ce temps, ce que je vous invite, c'est que vous écriviez dans le chat vos questions, voilà, donc de manière précise, pour qu'on puisse après y répondre. Voilà. Donc pendant que Romain va faire son speech, voilà, n'hésitez pas à rapporter vos questions. Voilà. Merci, bonsoir à tous. Donc déjà vous dire que on parle de natation, donc au départ on pourrait penser que la natation c'est un sport individuel. On a dans l'idée que lors d'une compétition, hormis les épreuves de relais où on voit des nageurs interagir ensemble pour un but commun, en règle générale, on a plutôt l'habitude de voir un seul nageur sur le flot et un seul champion. Et quand on pense à un champion de natation, notamment Michael Phelps, on verrait plus vers ça une individualité, donc pas forcément du collectif. Alors déjà, quand même, vous précisez que ma philosophie autour de la performance, il n'existe pas de performance individuelle. Pourquoi? Parce qu'au départ, il y a déjà toujours un binôme entraîneur-entraîné. Il y a toujours un staff qui travaille autour d'un athlète. Quand on parle même d'une course en solitaire en voile, il y a toujours un staff énorme, les hommes de l'ombre, et que l'aventure, elle se fait toujours de manière collective. Alors, en natation en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que l'on ne voit pas lors des compétitions, c'est le quotidien d'un nageur. Le quotidien d'un nageur, il est rythmé d'à peu près une dizaine de séances par semaine dans l'eau, plus des séances hors de l'eau, et c'est toujours organisé en groupe. C'est très rare, et il existe des exceptions qui sont très très rares, où un athlète s'entraîne seul. La plupart du temps, quasiment tous les clubs du monde fonctionnent de la même façon, c'est un groupe d'entraînement. Et finalement, quand on voit Michael Phelps performer, il y a autour de lui 7, 8, 10 autres athlètes de très haut niveau mondial qui vont peut-être pas gagner des médailles, on ne va pas se rappeler de leur nom, mais qui auront contribué à cette performance par l'ambiance collective, par le travail qui aura été fait autour du nageur. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a quand même peut-être une légitimité, même en tant qu'entraîneur de natation, à penser collectif. Alors, ce phénomène, il est un petit peu exacerbé au Cercle des nageurs de Marseille. Mon parcours personnel, 10 ans aux États-Unis dans une université américaine. Il faut savoir que quand on part aux États-Unis, on représente l'université, qu'on soit français, qu'on soit australien, qu'on soit italien. À partir du moment où on est pris dans l'université, qu'on a la chance de représenter l'université, vient avec ça les avantages financiers d'une bourse qui finance les études. Mais chacun contribue de la même façon. Il n'y a pas de barrière à ça. Donc, j'ai vraiment pris une notion collective forte. C'était, je pense, un peu dans mes gènes. Ça s'est enrichi aux États-Unis et ça a été transféré au Cercle des nageurs. Et je pense pour ceux qui ont suivi un peu l'aventure des nageurs marseillais, ils parlent souvent d'équipe, de collectif, beaucoup plus que les autres clubs. Il y a une dizaine d'années, quand on a démarré l'aventure, c'était même un frein dans une culture française autour de la natation qui cherchait de la performance collective. Aujourd'hui, au bout de 10 ans, et sans langue de bois, les relais qui ont apporté des médailles, qui ont apporté peut-être les plus beaux moments de la natation française des 10 dernières années, avec notamment ce 4 x 100 mètres nage libre, ça a été le fer de lance, mais c'est aussi quelque chose qui peut déranger parfois parce qu'on n'a pas tous cette approche forte du collectif dans sa notion globale. Mais quand même, pour rappeler, parce que c'est important, le collectif, c'est derrière chaque performance individuelle d'un nageur. Je pense que ça, c'était important pour cadrer. Okay. Alors, pour vous donner un peu les 3 piliers qu'on utilise autour de la performance collective, on parle d'une communauté d'intérêt pluriel. Le mot pluriel est important parce que quand on travaille avec des sportifs de très haut niveau, on parle d'athlètes singuliers, de gens uniques, et d'aller vers une très grande performance, ça demande de respecter vraiment ce caractère unique chez chaque athlète. Mais malgré tout, on va les agréger ensemble et donc il va y avoir, pour essayer de trouver un intérêt commun, mais surtout pluriel. Donc, je veux bien insister sur le mot pluriel. Ensuite, on parle d'une communauté de valeurs, parce que je pense que pour partager un quotidien de difficultés, d'exigences, de patience, dizaines d'années de pratique dans un sport qui n'est pas parmi les plus faciles, pour lequel l'être humain au départ n'est pas fait, il n'est pas fait pour être fort dans l'eau, il est fait plutôt pour être fort sur terre. Il faut partager des choses fortes et je pense que le socle des valeurs, on en parle énormément dans l'entreprise, mais ça fait partie des piliers. Et ensuite, la troisième notion, c'est la communauté de destin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence une aventure collective ensemble, finalement, on en remet son destin à la vie collective, au plaisir, à son identité, à tout ce qu'on va récupérer de lui. Alors, pour ce qui est du cadre, pour moi, je pense souvent le principe de dialogique, c'est-à-dire les deux choses qui peuvent à la limite s'opposer mais qui nous rendent complémentaires, l'intérêt personnel contre l'intérêt collectif. J'essaye de faire passer aux athlètes le message le plus important qui est que ce n'est de pas être un sacrifice mais un investissement pour soi. En fait, l'idée c'est renoncer à être seul pour pouvoir réellement l'être à un moment donné.
renoncer pendant toute la période de préparation à être seul pour pouvoir le jour de la compétition être seul à porter sa performance. Finalement, les gens après derrière qui ont contribué récupèrent le fruit de leur travail aussi, mais il y a vraiment un moment donné dans notre sport où ça se passe comme ça. Comment ça marche? On essaye de faire passer d'une simple relation entre les gens, un rapport qu'il pourrait y avoir entre les gens, à une relation nourrissante. Partage de plaisir, de progrès, augmenter le sentiment d'appartenance, tout ce qui est les principes de réciprocité, jusqu'à se donner une identité dans le groupe. Ensuite, bien évidemment, un de mes piliers, c'est jeu entre négociation et médiation. Je crois que la construction d'une équipe, c'est pas un processus stable, c'est vraiment quelque chose qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Et donc, je crois que c'est très important de négocier. Quand on recherche de la performance, j'ai écouté avec attention les dernières vidéos de Claude Onesta qui travaille en marge des championnats du monde de handball autour d'un site qui suit le sport qui s'appelle la BPC Votre Coach, quelque chose. Les épisodes. Et c'est très intéressant. Et moi, je suis très proche de cette philosophie-là. J'adore discuter avec lui parce que finalement, c'est dans le conflit, c'est dans la tension, c'est dans ces moments inattendus, c'est dans ces zones d'inconfort que se crée la performance unique, la victoire. Je crois que c'est ce qui sépare cette équipe de handball de beaucoup d'autres équipes. C'est que justement, on n'est pas là pour faire quelque chose de plat, mais on est justement là pour créer des experts. Et à un moment donné, forcément, un expert, il a envie de dire des choses, il a envie de participer à l'aventure. Et forcément, quand deux experts s'affrontent avec des idées différentes, ça peut faire des choses. Et je crois que c'est autour de cette tension positive que peuvent se créer la grande performance. Okay. Voilà un peu pour le cadre. Donc, médiation, négociation, bien évidemment, ça veut dire que pas tout est négociable. Le haut niveau porte ses standards, porte ses minimums. Le talent ne fait pas tout. Et quand vous allez affronter en finale d'un championnat du monde ou d'un Jeux olympiques, que ce soit en équipe avec le relais ou que ce soit en individuel, à un moment donné, il y a des choses où on ne peut pas s'appuyer que sur le talent parce qu'on retrouvera face à nous sur l'ensemble de la planète quelqu'un qui est aussi talentueux que vous, peut-être un tout petit peu moins, mais s'il a travaillé beaucoup plus, il l'aura compensé. Donc, à un moment donné, les choses s'égalisent et il faut ici y mettre les standards. Donc, on a à l'intérieur du cercle des nageurs de Marseille, le non négociable. Et puis, à l'intérieur de ça, toute la négociation autour de la progression, toute la négociation autour du besoin individuel versus le besoin collectif. Et ensuite, je travaille énormément dans la partie collective, je crois énormément à ça, à la délégation. Alors, le courage de ne pas être seul et faire confiance. Je crois que l'un des secrets, notamment quand on parle, il y a deux niveaux dans le collectif au cercle des nageurs. Il y a le niveau du staff, c'est-à-dire les gens qui ne se mettent pas dans l'eau, qui ne souffrent pas, qui utilisent plus leur cerveau que leurs muscles, soit parce qu'on n'a pas le talent, soit parce que maintenant on est trop vieux. Et puis, il y a les athlètes. Au niveau du staff, qui est un élément aussi déterminant de la réussite, moi, je crois que si une personne est dans le staff et qu'elle ne fait que recevoir des consignes, on ne récupérera pas 100% de ce que la personne est capable de donner. Donc, la délégation, des délégations fortes, ne pas protéger son territoire, mais lui donner sa chance de faire mieux que vous. Ne pas avoir peur que les gens autour soient meilleurs que vous, parce que ça rendra l'ensemble meilleur. Et devoir, pour pouvoir garder une certaine légitimité à l'intérieur de cet ensemble-là, progresser soi-même. Donc, donner sa chance à quelqu'un et lui donner des responsabilités, c'est lui offrir la possibilité de progresser. Ça veut dire que soit, si on veut rester à la page avec ses collègues de travail, il va falloir progresser soi-même. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Un des piliers aussi de la réussite de l'ensemble du collectif, c'est la troisième mi-temps. Je crois que c'est important. La troisième mi-temps, ça ne veut pas dire aller dans un bar et boire. Ça veut dire prendre énormément de temps à créer des moments de vie qui ne sont pas que autour de la souffrance, autour de la performance, mais qui sont dans le partage des valeurs, dans les bons moments aussi, dans le partage du temps, de perdre du temps avec des gens avec qui on veut essayer d'en gagner pour apprendre à mieux se connaître. On n'est pas toujours synchronisé avec l'athlète, on n'est pas toujours synchronisé avec la personne dans le staff. Chacun a ses vies, chacun a ses rythmes. Et c'est pas parce qu'on a envie de dire quelque chose à quelqu'un que c'est le bon moment. Des fois, il faut passer beaucoup de temps pour passer la petite info, pour faire progresser les gens. Voilà un peu le cadre. D'accord, donc au final, pour faire un petit résumé de tout ce que tu as dit, c'est finalement reconnaître l'individu au sein d'un collectif, sa propre singularité, mais aussi le mettre au service aussi du collectif, qu'il soit aussi dans la négociation, voilà, qu'il soit aussi dans le sacrifice aussi pour les autres. Ouais, pas forcément dans le sacrifice, mais qu'ils comprennent que
le ressenti du sacrifice qui est fait vis-à-vis des autres, c'est aussi un investissement pour soi. Que rendre le groupe meilleur en permanence, c'est aussi favoriser un environnement qui va, à un moment donné, vous aider et vous tirer vers le haut. Quand on est fort, aider les coéquipiers qui sont plus faibles pour que quand c'est à son tour, on est un peu plus faible, on est dans une période difficile où on progresse moins, où on est blessé, où on n'arrive pas à développer les compétences qui sont nécessaires, mais à avoir les mots. Et puis surtout, multiplier un peu le don de soi à un moment donné, c'est pouvoir récupérer de beaucoup de personnes. C'est-à-dire, parfois, une consigne n'est comprise dans la tête que quand elle est exprimée d'une certaine façon. Et on a chacun son propre vocabulaire. Je vais expliquer avec la façon du coach, et puis ça va peut-être être les bons mots, mais le filtre va faire que l'athlète ne va pas comprendre. Et si c'est un athlète qui va lui expliquer la même chose avec ses mots à lui, ça va passer. Donc, si on a fait des efforts vis-à-vis de cet athlète-là, peut-être qu'on les récupérera d'une autre façon. D'accord. Donc, quand tu parles de délégation, ce n'est pas forcément qu'au niveau du staff, c'est-à-dire aussi même au sein de l'équipe. Oui, non, mais de toute façon, plus ils avancent, plus le sacrifice de soi au départ, c'est simplement être un bon coéquipier et être respectueux. Le sacrifice, quand on est un athlète comme Fabien Gillot au bout de 10 ans de projet et qu'on le connaît par cœur, c'est de faire un effort pour intégrer un nouvel athlète, c'est de faire un effort pour lui expliquer comment ça fonctionne, de lui donner des clés, d'être là, voilà, d'être une sorte de grand frère pour des jeunes garçons, des jeunes filles qui arrivent à ce moment-là, savoir donner les bons conseils. Et la parole positive engendre beaucoup de choses très intéressantes. Voilà, donc savoir utiliser les bons mots quand on est un aîné pour pouvoir faire progresser les gens, faire preuve de plus de patience que quand on est un peu plus jeune, etc., etc. Ok, très bien. Ouais, donc finalement, chacun a un rôle, finalement, quelque part. Clairement, si une personne dans le groupe n'a pas de rôle, elle n'a rien à faire dans le… Si vous êtes dans un environnement collectif et que vous n'avez pas l'impression d'avoir un rôle, c'est que vous n'êtes pas dans le bon environnement pour vous et qu'il faut soit progresser et s'améliorer. On peut passer du statut de boulet, entre guillemets, où on servait à rien, à un des meilleurs du groupe, ça peut arriver. Mais l'idéal, c'est quand le manager est capable de déceler que même chez la personne la moins forte, il y a des qualités quelque part et de les mettre en avant aux yeux du groupe pour que sa contribution soit perceptible et visible. Ok. Bon, effectivement, tu rejoins complètement la philosophie de Claude avec qui j'avais eu l'occasion de faire une conférence. On est en plein vraiment dans les phases d'évolution d'équipe, dans les principes systémiques où chaque élément du système compose le système et ça forme un tout, effectivement. Voilà. Donc ça, c'est bien. Alors, effectivement, je pense que quand on voit évoluer l'équipe de France de handball, quand on t'entend parler, je pense que tout manager recherche effectivement ce principe d'échange, de partage. Je ne suis pas totalement d'accord avec toi dans le fait que tout manager recherche. Il y a quand même beaucoup de managers. Moi, ma personnalité, elle va bien avec la liberté à tous les gens qui travaillent. Il y a des gens qui ont quand même un besoin de contrôle et d'autorité. Tout à fait. Je préfère la gouvernance au pouvoir. Et voilà, ouais, tout à fait. Mais il y a des gens qui arrivent à le faire, hein, mais ce n'est pas ma philosophie. Ouais. Et je pense que l'histoire du sport français, et notamment avec Claude en tête, ça démontre que, je crois que Vincent Collet en basket suit aussi ça et a donné beaucoup plus de pouvoir sur les années réussites du basket aux joueurs et qu'il ne faut pas avoir peur de faire confiance à ces joueurs parce que de toute façon, à un moment donné, quand il faut aller performer, c'est le collaborateur, c'est le joueur qui va le faire et c'est pas nous. Donc, il y a des situations critiques et souvent, la très grande performance, elle se joue dans 1-2 minutes d'un match, dans quelques secondes d'une course de natation. C'est pas l'ensemble de la course. La première partie de la course, c'est facile pour tout le monde. La fin de la course, c'est déjà joué. Il y a un moment critique de la course où on gagne, on va pas plus vite soi, mais on fait flancher l'adversaire dans la tête en lui montrant qu'on a été plus fort. Et puis le combat s'est gagné avant. Et puis de l'extérieur, on a l'impression que c'est très serré, mais il y a eu un moment. Et les athlètes, moi, les nageurs le décrivent très souvent sur un 100 mètres nage libre, une épreuve qui dure à peu près 50 secondes. Ils nous disent que des fois, aux 80 mètres, 85 mètres, on sait si on arrive à faire plier l'autre ou pas. Et pendant que nous, on sait qu'on le fait plier, l'autre sait qu'il a plié. Et c'est un ascendant psychologique qui se fait beaucoup plus que physique. Tout à fait. Bon, c'est vrai qu'il y a des managers qui aiment le pouvoir et qui aiment le contrôle et qui veulent le garder, hein, ça c'est sûr. Voilà. Et puis il y en a d'autres qui l'ont et qui se plaignent justement qu'il n'y ait pas assez d'autonomie aussi. Voilà. Mais bon. C'est à travailler, mais déjà la réalisation de savoir qu'il en faudrait plus, après c'est se poser les questions comment. Ouais. Mais bon, nous on est bien dans l'objectif d'aller vers l'interdépendance justement, dans la co-construction et c'est ce qu'on poursuit et donc ça tombe bien puisque c'est ce dans quoi tu es. Alors, ok, merci pour ta vision, merci pour ton explication, le périmètre de la performance collective tel que tu vois. On a quelques questions et tu verras qu'on est vraiment dans, comment dire,
Dans le quotidien, voilà, dans les problématiques au quotidien que tu as dû certainement aussi avoir avant d'atteindre cette performance collective. Voilà. Un jeune qui rentre, par exemple, voilà, qui a la grosse tête, etc. Voilà. Donc là, par exemple, c'est pas vraiment les questions, mais je vais t'en poser une très concrète. C'est voilà, comment on va gérer, c'est une question de Rémi, comment tu gères justement les caractères forts dans un groupe de jeunes. Voilà. Comment. Voilà, c'est reparti. Parfait. Bon, on est tout bon. On a perdu les questions. On a perdu les questions, mais je les ai retenues un petit peu. Ouais. Alors, petit problème technique de déconnexion Internet. Donc, vous êtes, voilà. Je vous invite tous à revenir. Voilà, on a eu quelques petites pertes. Voilà, donc on a perdu vos questions. Donc, j'ai bien retenu la question de Rémi. J'ai vu qu'il y avait d'autres questions qui pouvaient être intéressantes. Donc, si vous pouvez, excusez-nous, mais voilà, il y a une déconnexion Internet. Si vous pouvez juste les retaper pour qu'on puisse y répondre. Donc, la première question dont je me souviens, c'était celle de Rémi, et c'était donc comment gérer les caractères forts sur des groupes de jeunes. Tu vois, je pense que voilà, ce qu'il veut dire, c'est tu peux avoir des jeunes dans des clubs, tu vois, qui pensent qu'ils sont arrivés, etc. Comment Alors, ça dépend. Ça dépend. Caractère fort, c'est essentiel. C'est essentiel à la performance. Moi, j'ai pas rencontré de grands champions qui ont obtenu des médailles qui n'ont pas des caractères forts. Et moi, mon inquiétude, elle est plus de ne pas avoir des caractères assez forts. Donc déjà, se dire qu'on a des caractères forts, c'est qu'on a des chances, à un moment donné, quand ça va se tendre, quand ça va commencer à être compliqué, de pouvoir puiser dans cette force de caractère. Après, il y a caractère fort, difficile, fort, mais humble. Il y a caractère fort, complètement déconnecté, qui manque d'humilité. Et le manque d'humilité dans un groupe, ça peut être vraiment problématique. Donc là, bon, il y a plusieurs façons de faire. La première, c'est de leur démontrer par des phases d'entraînement un peu difficiles ou par des choses, les limites de leurs compétences. Et très souvent, un caractère fort, il va refuser de voir ces limites-là. Il va tout faire pour passer autour. Donc, trouver une série d'exercices où on ne peut pas passer autour. Et puis, s'en servir. Parce qu'un caractère fort qui n'arrive pas à faire quelque chose et qui refuse de le voir, à l'inverse, quand il va réussir quelque chose de bien et qu'il va le voir, ça va plutôt avoir tendance à apaiser son caractère. Moi, j'aurais plutôt dans ma nature à me réjouir. Et à lui dire et pas le prendre comme un problème. Je ne vais pas créer des tensions là où il n'y en a pas. Il y a un caractère fort, je vais lui dire, moi j'aime cette partie-là, et plutôt mettre en avant le fait que c'est une nécessité de la performance. Et après dire, par contre, on va avoir besoin de la réguler parce qu'un ensemble de caractères forts dans une équipe, voilà, et commencer à expliquer les notions d'équipe. Je crois que beaucoup de choses peuvent se faire par le dialogue, pas mal de choses peuvent se faire par de l'intelligence de coaching autour de la préparation des séances. Et puis aussi prendre une approche qui est un peu différente, qui est que quand quelqu'un a un caractère fort, ne pas voir ça comme une menace, mais voir ça comme une opportunité. Ouais, donc ce que tu es en train de dire, c'est finalement, c'est réinterpréter la situation d'une manière favorable plutôt que. C'est pas la réinterpréter de manière favorable, c'est qu'elle est favorable, au départ. Mais qu'on a souvent des craintes et qu'on veut plutôt des gens faciles qui viennent écouter l'entraîneur. Malheureusement, les champions ne sont pas des gens faciles qui écoutent l'entraîneur, ce sont des gens qui tracent souvent leur propre route, leur propre chemin, qui même parfois vous devancent dans les compétences, dans pas mal de choses. Donc après, il y a fort caractère, sans aucun talent et sans aucune envie de réellement appartenir à ce groupe-là. Là, vraiment, l'unique solution après, derrière, c'est de s'en débarrasser, de montrer au groupe que l'importance du groupe peut être supérieure à un individu s'il ne souhaite pas l'intégrer. Maintenant, si les efforts nécessaires vont permettre son intégration et vont rendre le groupe plus fort, beaucoup de choses peuvent se faire par le dialogue. C'est ma perception. Non, mais c'est super intéressant parce que du coup, moi, ça m'amène à te poser une question, c'est qu'est-ce qui te permet, toi, quelle est la capacité que tu as qui te permet d'envisager ça et de voir ça de cette manière-là? Moi, souvent, je les recrute quand il y a… J'ai fait ma carrière au début en prenant que ce qu'ils appellent en anglais les outcasts, les marginaux, les gens qui ont du talent mais dont personne ne veut parce qu'ils sont trop compliqués. Moi, j'ai dit, c'est ceux-là que je veux. Donc déjà… Le fait d'avoir envie de travailler avec quelqu'un, ça, c'est pas mal. N'importe quelle personne qui est difficile au départ ou qui a envie, à partir du moment où vous avez envie de les écouter. Après, moi, j'ai un petit secret, c'est j'essaye vraiment au départ, quand je travaille avec quelqu'un, de déceler sa singularité, elle est où, et de le regarder vraiment avec ce prisme-là, l'athlète, et de parler avec lui sur des choses que peut-être
les gens ne vont pas chercher parce qu'ils s'arrêtent à la première impression, ou ils s'arrêtent juste sur le talent, ou ils s'arrêtent juste sur le tempérament, et de voir derrière le talent, c'est où que ça brille vraiment, et lui dire, oh là, moi j'ai vu ça en toi, et ça me plaît, et je vais me nourrir de ça. Et on peut, j'ai eu des gens qui étaient très compliqués, mais vraiment en tapant là-dedans, j'ai entraîné un athlète dans le passé qui était difficile pour le groupe, plutôt de nature égoïste, parce que c'était comme ça qu'il était, plutôt difficile à vivre en groupe parce que le groupe lui prenait de l'énergie, du coup il faisait beaucoup de choses, soit en dehors du groupe, soit pour montrer qu'il ne voulait pas en faire partie, mais malgré tout il voulait quand même prendre le bon quand c'était là. Et c'était un amoureux de la douleur. Et il avait en lui quelque chose que quasiment aucun autre nageur n'a, et quand ça a été difficile, je lui ai dit, moi je ne veux pas te perdre, je veux que tu continues, même si c'est compliqué, même si à des moments le groupe te rejette, à des moments moi aussi j'ai envie de te rejeter parce que tu ne fais pas les efforts nécessaires. Il y a quelque chose qui me fascine chez toi autour de cet amour de la douleur que j'ai envie de percer, j'ai envie de travailler. J'ai besoin que tu fasses certains efforts. Moi aussi, je suis prêt à en faire plus parce que tu as quelque chose de spécial. Depuis ce jour-là, vraiment, notre relation s'est améliorée. Et il a fini comme étant un membre qui faisait partie du groupe, qui a su donner à des moments, qui a su récupérer à d'autres moments, qui a fini avec une médaille aux championnats du monde, avec une médaille aux Jeux Olympiques. Voilà, donc, on a réussi à transformer et qui aujourd'hui est directeur technique d'un club et s'occupe d'un club et a une vision autour des autres. Et ça sera un long chemin pour lui où il est parti de lui, il a fini au milieu du groupe, c'était pas un leader de groupe, mais il a fini au milieu pour à la fin, je crois, dans son cheminement, comprendre petit à petit les choses. Donc les choses se transforment avec patience. D'accord. Et donc, c'est quoi ce truc que tu as, cette capacité qui t'amène justement à avoir ce type de comportement, c'est-à-dire à rechercher des marginaux, à rechercher leur singularité et puis les faire performer derrière? Voilà, c'est quoi? C'est de la curiosité? C'est quoi? Tu aimes personnellement, vraiment... en fait, je crois que la performance, c'est pas mon critère numéro un. Du côté des athlètes, le critère numéro un, c'est la progression. Tant qu'un athlète progresse, notre relation, elle est bonne et on peut tout faire passer. C'est un prétexte, c'est le sport au départ quand même pour les faire grandir. C'est un prétexte. Il y a très peu d'élus qui ont vraiment le talent nécessaire, la capacité à apprendre. En natation, la capacité à régénérer assez vite entre chaque séance. Il y en a très peu qui vont toucher le très haut niveau. J'ai eu la chance de travailler avec à peu près 70 ou à 80 athlètes en tout sur 10 ans. C'est pas énorme, mais c'est quand même beaucoup des gens avec qui j'ai passé presque 5 heures par jour pendant 4-5 ans. Pour certains, 2 ans pour d'autres, 10 ans pour ceux qui sont restés depuis le début, qui viennent à peine de s'arrêter. Donc c'est beaucoup de temps passé avec eux. Et on était parti. Ma question, en fait, c'était parce que tu vois, c'est Rémi qui pose cette question. Ouais. Et bon, je ne sais pas, je ne connais pas Rémi, mais quand on pose ce genre de questions, peut-être qu'on peut être en conflit justement avec des gars qui sont. Et donc, ce que je cherche en fait. Moi j'ai envie de dire à Rémi, essaye d'essayer une approche différente, d'essayer de le prendre à contre-pied ce joueur. À mon avis, il a eu l'habitude dans son parcours, quand il agit comme ça, d'avoir souvent la même réponse. Et l'idée, c'est de proposer une réponse différente. L'idée, c'est presque même de faire des efforts un peu supérieurs à lui pour l'intégrer dans le groupe, en expliquant au groupe, voilà. Mais si on en a besoin, s'il est forcé dans le groupe, s'il n'y a pas de passion, s'il n'y a pas d'âme, à un moment donné, il y aura clash et ça ne marchera pas. Moi, je parle souvent de groupes où les gens sont volontaires pour y appartenir, où la sélection elle est dure pour y rentrer et où les chances de réussir tout en haut elles sont extrêmement minces. Ouais, on est sur une performance collective un petit peu différente. Je peux que parler de mon expérience à moi et je ne connais pas la réalité de la vie de Rémi pour lui expliquer exactement comment il doit faire. En tout cas, moi, ce que je ferais comme ça, ce que j'ai souvent fait avec les miens, c'est jouer sur les contre-pieds et prendre des plaisirs dans l'échec, prendre du plaisir dans les moments de tension et de leur montrer. Et j'ai pas peur d'aller voir le groupe et de dire c'est ma décision. Ma décision, pour l'instant, il appartient pas au groupe, mais moi, je veux l'intégrer, je veux que vous me fassiez confiance et on va faire ça. Et puis, si ça marche pas, lui dire à ce jeune joueur, voilà, une fois que j'ai fait les efforts, lui dire dommage, ça n'a pas marché. Et puis, pas hésiter par contre à ce moment-là à dire stop. Ouais, tout à fait. Parce que là, tu vois, Rémi continue, il te demande en fait, est-ce qu'il faut que je le bannisse du groupe, le gars? C'est ce que tu as expliqué. Moi, je ferais l'inverse. C'est l'inverse. Voilà. En fait, l'inverse, faire confiance aux gens avant qu'ils vous aient démontré quelque chose, les encourager là où la plupart des gens les abandonnent, ça fait des choses extraordinaires en sport et je pense dans la vie en général. Merci. Donc, moi, ce que je cherchais, c'était cette capacité. Qu'est-ce qui te permet effectivement d'envisager ces choses sous cet angle-là? Mais ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que tu aimes les gens. C'est qu'aussi, tu aimes aussi, on va dire, te confronter à eux et pour en tirer vraiment le meilleur. Ouais, moi, j'utilise énormément l'empathie dans la façon de travailler, mais parce que c'est quelque chose qui me correspond bien. Le petit travail que j'ai fait sur moi, parce que comme tout le monde,
on a du mal à le faire. C'est encore dans les tabous d'avoir cette démarche autour du coaching, d'avoir quelqu'un qui vous explique comment il faut être. J'étais venu en mettant quelque chose moi, qui est important, que j'utilise parfois, on est tous habités d'un fantasme inconscient, je ne dois rien à personne, mais en fait, quelque part, j'ai peur de ma propre histoire. Donc, je veux me faire seul, et voilà. Et dans le petit travail d'introspection que j'ai fait sur moi, je n'arrive pas bien à m'occuper de moi, donc j'arrive très bien à m'occuper des autres, et ça me rend heureux de m'occuper des autres. Donc, je suis très autour de l'empathie. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit agir comme ça. Moi, je sais que je sais bien le faire, parce que j'y prends énormément de plaisir. Après, si c'est forcé, c'est pas forcément la meilleure manière. Je sais que l'empathie peut faire de la très haute performance. Je l'ai vu dans pas mal de situations. Je sais que derrière une relation forte entraîneur-entraîné ou la relation spéciale qu'on peut avoir avec un joueur, il y a toujours l'empathie. Elle est toujours présente. À l'échelle collective, ça fait des miracles. Je suis sûr que la plupart des grands entraîneurs, ils aiment tout ou partie de leur équipe, et ça fait partie des choses. Moi, c'est un petit peu exacerbé, mais je crois que j'arrive à bien la contrôler parce que c'est quelque chose qui est cohérent par rapport à ma personnalité, quelqu'un qui n'est pas empathique, et je travaille avec quelqu'un au sein du cercle des nageurs qui est mon pendant au niveau du water polo. Il n'a pas de notion d'empathie en lui. Le faire, les gens le regarderaient bizarrement. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas forcément, mais ça veut dire que les gestes d'attention envers les athlètes, il ne sait pas les faire. Et il a sa manière à lui de faire les choses. Je crois qu'il faut qu'il y en ait un peu. Je crois que s'il y en a beaucoup, il faut savoir connaître aussi les limites de cette empathie, les limites du négociable. On en parlait au début de la présentation. Ok. Bon, Rémi, j'espère que ça te va. Donc, peut-être changer d'interprétation, peut-être le voir non pas comme un loup, mais peut-être comme un atout, finalement, au sein de l'équipe, et d'essayer d'en tirer le meilleur. Voilà. Donc, ça demande effectivement de l'empathie, ça demande de la curiosité, et ça demande aussi d'affronter, entre guillemets, c'est pas de l'affrontement, mais voilà, de se mesurer, et puis de… Ouais, ça demande également de voir ces territoires de manière un peu différente. Ouais. Sa place par rapport aux joueurs, la place des joueurs qui peut avoir l'ensemble du groupe par rapport à un joueur, et l'importance, ça demande de jouer un petit peu avec pas mal de choses. Et le groupe n'a pas toujours à s'imaginer qu'il est plus important qu'un seul individu. Quand le groupe a tort, si un individu a raison, je donnerais plutôt raison à l'individu qui a raison plutôt qu'à l'ensemble du groupe, même s'ils sont beaucoup plus. Très bien. Ok. Ben voilà, Rémi, pour toi, on a une autre question de Aurélie. Alors, j'ai pas eu le temps de lire, donc je te le lis en live. Un meneur qui, en amont, aurait eu une délégation, part rejoindre notre club, comment faire pour éviter l'effet boule de neige durée du groupe. Voilà, donc, ok. Donc, une personne qui part au sein d'un groupe pour un autre club, comment éviter que finalement il attire tout le monde avec lui dans une autre équipe. Voilà. Une personne qui part, ce sont des opportunités qui se créent. On est toujours sur le même principe que tout à l'heure. Vous allez vous dire c'est un éternel optimiste où il voit dans tous les problèmes, il voit des choses bien. Je crois que de toute façon, on est obligé de voir dans tous les problèmes des choses bien. Notre job principal en tant que coach, c'est justement de transformer ce qui ne va pas en quelque chose de bien, c'est de se servir de ce moment-là. Les zones de confort, les zones faciles, les zones où il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Et l'intérêt d'être un bon entraîneur, un bon manager, un bon coach, c'est au moment où ça ne va pas. Donc, quand se passe cette situation-là, moi, j'ai plutôt tendance à me dire, il y a un moment clé, un moment fort qui va déterminer la réussite, peut-être pas dans 2 mois ou dans 3 mois, peut-être qu'il y a d'autres des gens qui vont suivre. Moi, je vois surtout, et je vais surtout me concentrer sur ce que je vais pouvoir faire à ce moment-là. C'est-à-dire que si je sens que l'effet boule de neige, il va partir et que ça va être désastreux, eh ben, peut-être choisir ceux sur lesquels j'ai une influence pour pouvoir essayer de les garder et limiter la casse, ou alors faire une réunion avec l'ensemble des athlètes, il est parti, il y a des opportunités qui se présentent, il y a des gens qui étaient… Parce que forcément, quand c'est un leader qui part, il y a toujours 2-3 personnes en dessous qui étaient à la porte d'être le leader, ils vont avoir cette chance. C'est une situation qu'on est en train de connaître. On est arrivé à un moment charnière de notre projet au bout de 10 ans, où nos leaders ont tenu le plus longtemps possible parce qu'on fonctionne tous les 4 ans, qu'il y avait les Jeux Olympiques, et se sont arrêtés ou sont en passe de s'arrêter, ont fait des breaks et vont reprendre, peut-être ou pas, Florent Manodou, Camille Lacour, Frédéric Bousquet, Fabien Gillot et Grégory Mallet qui était médaillé olympique, William Ménard et Giacomo Pérez-Sosna qui est médaillé championnat du monde. Donc on perd 7 ou 8 de nos vrais leaders, il nous en reste 1 ou 2. On était dans un moment charnière et moi j'ai dit aux athlètes qui restaient, c'est votre moment. Puisqu'ils vous ont tiré vers le haut, ils ont été des leaders. À un moment donné, ils sont
rester très longtemps, il n'y avait plus beaucoup de place, il y a de la place. Aujourd'hui, il y a de la place. Il y a de la place pour recevoir plus d'attention des entraîneurs, il y a de la place pour progresser, il y a de la place pour avoir des rôles. On sera peut-être plus premier du championnat avec ce meneur de jeu-là, mais peut-être qu'on sera 5e, et peut-être que la dynamique collective sera 2 fois plus forte. Aujourd'hui, la dynamique collective à l'intérieur du cercle des nageurs, elle est au moins aussi forte, voire plus forte, parce que les athlètes sont un peu plus enthousiastes, sont plus jeunes, ont plus de marge de progression. Et nous, le staff, ça va avec. L'une des difficultés qu'on a rencontrées à un moment donné, c'est de vouloir garder des meneurs et de vouloir se projeter sur un résultat qui est peut-être trop pour nous, qui est au-delà de notre seuil de compétence, le fait qu'il n'y a plus de progression, et qu'il n'y a plus de progression, la dynamique collective, elle s'en ressent. Et moi, voilà, donc c'est Aurélie qui pose la question. Oui, c'est Aurélie. Aurélie, moi, je vais plutôt avoir tendance à me dire que si le meneur de jeu s'en va, c'est une opportunité qui se crée. Tu redistribues sourire, redistribuer les cartes, parler avec les joueurs. C'est un moment où ils vont plus vous écouter que jamais, parce qu'ils vont soit décider de partir, soit décider de rester. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura de l'écoute, voilà. Quoi qu'il arrive, la discussion, elle va amener quelque part, et les choix, c'est quand même un moment essentiel dans la réussite et dans la performance. Oui, tout à fait. Bon, il n'y a jamais de perte sans gain, quoi, finalement. Hein. On ne perd jamais quelque chose sans gagner quelque chose à côté. Sauf si on ne regarde que le côté négatif et qu'on se laisse enfermer là-dedans et qu'on crée des situations bien pires que ce qu'elles étaient réellement, parce que justement, on en est un mauvais leader ou un mauvais manager ou un mauvais entraîneur au moment où ça se crée. On ne peut faire que ce qu'on… Moi, j'ai beaucoup de détachement par rapport… Et après, c'est quelque chose qui se prépare aussi. Dans les discussions que j'ai avec les nageurs en début de saison, je leur rappelle très souvent le principe de liberté qu'on a entre nous, et c'est pas un fil et on n'est pas tenu. C'est un lien qu'on a tissé tous les deux et qu'on peut défaire à n'importe quel moment. Je peux aller s'entraîner ailleurs, je peux décider d'arrêter de travailler. Je crois qu'il n'y a rien de pire dans la vie que ce lien qui est là et qui n'est finalement pas réel, mais qu'on arrive à s'imaginer en se disant, voilà, on a dit qu'on faisait 1 an, on fait 1 an, mais si au bout de 6 mois ça va pas, ça va pas. Un athlète doit partir, l'entraîneur doit pouvoir arrêter quand il veut. Cette liberté-là, c'est… Donc quand ça arrive, finalement, ce n'est que le processus logique qu'on a mis en place. Ouais, tout à fait. Alors qu'on cherche à les retenir des fois trop souvent. Tout à fait. Ok. Donc Aurélie, voilà, une opportunité si effectivement il y a un des leaders de ton équipe qui s'en va, à toi de trouver quelles peuvent être ces opportunités. Voilà. On a aussi Cyril qui pose une très bonne question, parce que donc ce que tu expliquais sur ta façon de gérer le groupe et à quoi tu aspires et ce que tu atteins, en tout cas ta philosophie. Je te disais, il y a beaucoup, c'est vrai qu'il y a pas mal de managers qui rêvent un peu justement parce que ce qu'ils voient, c'est l'autonomie, ils ne voient pas forcément toute la construction. Et il y a aussi de l'inquiétude aussi, parce qu'il y en a pas mal qui essaient et qui échouent justement à déléguer. Tu vois. Et donc, tu as Cyril qui te pose la question, comment tu peux gérer ta délégation et en même temps t'assurer du bon cheminement vers la victoire et vers le résultat. Tu vois, pour certaines personnes, ça peut paraître incompatible, délégation, parce que peut-être que cette personne peut être le chef d'orchestre, tu vois, s'occupe un peu de tout, contrôle un peu tout, justement, et la performance dépend aussi beaucoup de lui, et dès lors qu'il commence à essayer de mettre de la délégation en place, ça ne va pas se faire forcément comme il veut lui, moins bien, etc. Et finalement, il y a moins de performance. Tu vois, il y a des chefs d'entreprise, bon là on est dans le sport, mais ça arrive aussi dans l'entreprise. Là, c'est une question sport, je pense, puisqu'on parle de victoire et de résultats. Voilà, quelle est ta vision des choses par rapport à quelqu'un qui voudrait justement déléguer, mais qui a peur finalement que ça se passe moins bien que comme ça se passait jusqu'à maintenant? J'ai déjà un problème avec la question. Parce que vouloir déléguer et en même temps avoir peur que ça se passe mal, ça ne fonctionne pas ensemble. Au départ, vouloir déléguer, c'est déjà avoir choisi les bonnes personnes à qui déléguer. Parce que moi, je délègue énormément jusqu'à la préparation complète de certains athlètes, mais parce que je sais que les personnes sont aussi compétentes, voire plus compétentes que moi. Et donc forcément, je sais que eux vont se soucier du bon chemin. Et moi, je vais simplement les aider si jamais à un moment donné, eux ont un doute sur le bon chemin. Donc moi, je suis dans une étape un peu différente. Donc tu es l'étape avant, c'est-à-dire dans le choix, quoi, finalement. Non, moi, je pense au contraire dans l'étape après, c'est-à-dire que si tu sais, si je travaille avec quelqu'un et que je sens qu'il n'est pas capable de recevoir la délégation, je vais le faire moi. Et soit il progresse à un moment donné, il a le niveau pour recevoir la délégation et il la reçoit, soit au contraire, c'est pas la bonne personne, il reçoit rien, à un moment donné, il donne rien et puis ça s'arrête. En bon terme ou en mauvais terme, ça c'est la loi de la performance ou d'une bonne efficacité au niveau d'un groupe. Mais par contre, à partir du moment où je délègue, je fais confiance
Et surtout, je fais confiance que même si la personne se trompe, même si on va dans le mauvais chemin, c'est pas grave parce que ce sera une étape d'apprentissage qui après, elle va améliorer son expertise et qu'à terme, moi, j'ai pas de bon chemin. À terme, j'ai qu'une idée en tête, j'ai 2 idées en tête. C'est d'abord que les athlètes progressent au maximum, nous avec eux, et qu'on soit heureux. Donc, j'ai pas un nombre de médailles, j'ai pas. Et je pense que si on fait vraiment tout ça bien, si on les fait progresser le plus possible, à un moment donné, la progression, elle devient difficile. Donc, il faut mettre des stratégies en place qui sont extrêmement complexes, extrêmement globales. Et si on fait tout ça bien, à un moment donné, on est surpris par la performance. Ok, très bien. Donc, choix d'abord de personnes plus compétentes que toi, en tout cas, par qui tu peux, sur qui tu peux t'appuyer. Ouais, je cherche toujours à être avec des gens qui sont plus compétents que moi. Alors, peut-être que tu as les moyens, en tout cas, de le faire. Souvent, peut-être dans les entreprises, tu vois, tu n'as pas toujours l'occasion de pouvoir t'attacher les ressources, tu vois, dont tu as besoin. Et il y a une chose, par contre, j'ai pas forcément les moyens. Les entraîneurs qui travaillent avec moi, le staff, il n'est pas plus payé que dans un autre club. Ouais, je parle pas de moyens financiers, mais en tout cas, je sais pas, tu vois, dans le sport, dans le haut niveau, on a peut-être plus, tu vois, comment dire, c'est peut-être un a priori que j'ai, mais peut-être plus de prétendants, tu vois, de candidats, que d'aller, tu vois, au club de quartier. Ouais, la seule chose sur laquelle, après, je ne peux pas faire complètement le parallèle avec une entreprise, j'ai pas assez d'expérience. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a une chose qui est capitale pour un entraîneur, c'est de travailler avec des athlètes qui ont du potentiel. Ça, c'est le plus riche. Et à partir de ce moment-là, il se transcende pour les athlètes. Et donc, je pense que si je devais faire le parallèle avec l'entreprise, il faut que les projets sur lesquels on travaille soient intéressants. Et à partir de ce moment-là, on serait très surpris de la performance. Il n'y a pas que la rétribution financière qui est la motivation principale. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Très bien. Donc, j'espère, Cyril, que ça peut t'aider donc peut-être dans ton projet de délégation au sein de ton équipe. Il peut très bien avoir ce besoin de déléguer et dire à la personne, voilà, j'ai besoin que tu sois capable de faire ça, ça et ça, et après tu auras tout pouvoir. Je l'ai fait récemment, j'avais un jeune entraîneur qui voulait, pendant 1 an et demi, il voulait. Et un jour, je lui ai dit, dans 6 mois, il y a une fenêtre qui s'ouvre, il faut que tu sois capable de faire ça, ça et ça. Les 6 mois, il a été extraordinaire pour arriver à ce niveau-là. Et quand je lui ai donné la délégation, il est obligé de continuer sur le rythme qui s'est imposé parce qu'il a les athlètes en face. À un moment donné, soit on est face à mon type d'entraîneur, c'est-à-dire qu'il veut pouvoir parler à ses athlètes en disant je donne le meilleur pour eux, soit on est face au mauvais entraîneur, il voulait juste cette position-là, et puis une fois qu'il l'a. Mais dans ces cas-là, ça se voit très vite et puis on est capable de revenir en arrière. Ouais, très bien. Ouais. Pour compléter, peut-être, des fois, on ambitionne un peu trop grand aussi, et donc c'est peut-être surdimensionner les projets de délégation. Il faut aussi peut-être revoir en fonction des ressources, pas financières, mais des moyens humains, matériels, environnementaux, pour revoir peut-être ses objectifs et peut-être donc avoir besoin de moins de délégués, peut-être avoir besoin de moins de ressources et revoir peut-être ses objectifs à la mesure, je dirais, de ce qui est possible pour toi, en tout cas, Cyril. Voilà. Ok. On a aussi Stéphane. Donc là, il y a Romain qui vient de répondre justement sur les objectifs, les types d'objectifs, parce que quand on parle de notion d'objectifs de progression et pas forcément de performance, est-ce que tu peux donner des exemples, tu vois, d'objectifs de maîtrise que tu peux fixer, de progrès avec tes athlètes? Alors, ils sont multiples. Parce que tu as le podium, etc. Mais j'imagine qu'il y a des objectifs intermédiaires. Il y a énormément d'objectifs intermédiaires, mais il y a au niveau de la préparation mentale, je souhaite que le préparateur mental me dise il est capable de faire ça ou pas. Donc il y a tout un tableau de marche avec les athlètes. Certains progressent très vite dedans, certains progressent très vite, puis régressent, puis reprogressent, stabilisent des compétences ou pas au niveau mental. Au niveau physique, il y a le travail en salle. On est capable de quantifier leur progression. Est-ce que les charges sont plus lourdes? Est-ce que le nombre de répétitions est plus important? Est-ce que des gestes qu'ils n'arrivaient pas, qui étaient mal faits ou qu'ils n'arrivaient pas à faire, ils arrivaient à les faire? Est-ce qu'ils arrivaient à les faire avec des charges supplémentaires, etc.? Est-ce qu'ils arrivaient à durer plus longtemps? Dans l'eau aussi. Et puis après, il y a les performances de compétition. Mais oui, on a des tableurs qui sont très loin de la performance de compétition. Et on a un ensemble. Moi, tous les jours, je récupère des données sur l'athlète et j'essaye de les confronter. Alors, ce n'est pas toujours les mêmes situations. Parce que le but de l'entraînement, c'est aussi d'apporter de la diversité et de créer des adaptations différentes en permanence. Mais de dire, voilà, si un jour, pour donner un exemple concret, il y avait une série d'exercices à faire,
8 fois sur une durée, ils vont le faire 6 fois ou sur une durée plus longue et voir si au temps de passage de cette phase, est-ce qu'ils sont capables de faire mieux et on prend en permanence et on voit si ça progresse ou pas. On fait aussi du travail beaucoup plus pointu autour de la physiologie parce que notre sport est quand même pas mal un sport basé autour de la physiologie, comment sont construits les athlètes à l'intérieur, sur ce qu'on ne voit pas. Avec de la recherche. Donc voilà, ça, les faire progresser sur des choses où l'athlète, il va falloir qu'il nous fasse confiance dessus. On va dire ta capacité aérobie, ta capacité anaérobie, ce qui est autour de l'effort long, ce qui est autour de l'effort court. Voilà, tu fais des tests et puis tu as des mesures et puis il va falloir faire confiance que ça, c'est pas bon et qu'il va falloir qu'on corrige. Et voilà, on va faire plein de choses, étape par étape. D'abord, remplir le sac de compétences, puis après, choisir les plus importantes et puis affûter ces compétences-là pour être prêt le jour J. Très bien. Ouais. Et ça, c'est le sportif qui le fixe avec le préparateur mental, avec le préparateur physique. Comment ça se passe? Ça dépend. Un jeune sportif qui arrive, on aura plus tendance à lui expliquer ce qu'il va faire. Et puis presque lui demander de ne pas trop intellectualiser le processus, mais déjà simplement d'essayer de le faire bien quand il vient, de bien écouter, de faire bien les choses. Et puis à un moment donné, l'athlète va pouvoir commencer à dire voilà, c'est là que je veux aller, c'est ce que je veux faire, je suis prêt à faire ça. Parce que quand on va vraiment pousser la machine et qu'on va aller chercher les quelques derniers centièmes, le plus important presque ne se passe pas pendant l'entraînement, mais se passe dans le comportement en dehors, tout ce qui est l'hygiène de vie, tout ce qui est la récupération après l'entraînement. Finalement, s'entraîner, c'est quoi? S'entraîner, c'est casser des fibres, c'est répéter des choses. Et c'est quand on en récupère qu'on est capable d'apprendre, voilà, surtout au niveau physiologique, au niveau mécanique aussi. Mais s'entraîner au départ, c'est simplement 1h30 difficile. Pour 22h30 derrière, on récupère pour pouvoir le répéter après. Et les 22h30 sont peut-être aussi importantes, voire plus importantes. Et ça, on ne va pas pouvoir le maîtriser, on ne vit pas avec les gens. Donc voilà, il y a tout ce processus et c'est là que le processus d'autonomie vient intervenir. Tout à fait, ok. Ça marche. Alors, j'ai une question de Valérie. Pourquoi aurais-tu tendance à croire davantage à l'individu plutôt que le groupe? Alors, je ne sais pas si tu comprends la question. Ouais. De toute façon, au départ, le groupe, il est composé d'individus. Donc, si tu ne crois pas en chaque personne, si tu ne crois pas… Je pense que ça vient du moment où j'ai dit que parfois, je peux préférer un individu sur le groupe. Les raisons sont que parfois, c'est bien de se mettre dans le camp de la personne qui est toute seule face au groupe, parce que s'ils ont l'impression que c'est injuste, ils vont se souder ensemble et le groupe va prendre de la force. Parfois, c'est très, très bien, ces situations qu'on crée de manière volontaire. Parfois, c'est très bien de se mettre l'ensemble des athlètes qu'on entraîne à dos, mais ils sont tous ligués contre le coach. Et ça crée un état d'esprit à l'intérieur où finalement, si on arrive à maîtriser cette tension-là, eh ben, les liens se sont resserrés à l'intérieur du groupe contre vous. Il suffira d'enlever la tension qu'il y a entre les deux, puis finalement, on gardera les liens qu'il y a eu à l'intérieur. Ils se sont rappelés que quand le coach fait quelque chose qui ne va pas, ils sont tous d'accord pour dire que ça ne va pas. Au moins, ils sont d'accord sur quelque chose et on est à la base d'un groupe. Puis après, c'est simplement ma médiation personnelle, mon juge arbitre à moi, pardon, mon libre arbitre à moi, qui est de dire que si quelqu'un a raison, même s'ils sont 5 à penser d'une façon, s'il y a une personne qui a raison, je vais donner raison à la personne par rapport à mes convictions, par rapport à ma sensibilité personnelle. Et je m'exprimerai contre le groupe, ou j'agirai, ou je serai autoritaire contre le groupe s'il y a besoin de l'être. Oui, tu peux arbitrer. Ce que je veux dire par là, c'était surtout de dire, c'est pas parce qu'on est 5 et qu'on pense d'une façon qu'on a raison sur une seule personne. Et quand on coach un groupe, il faut savoir écouter tout le monde, il faut surtout savoir écouter celui qui a raison, ou en tout cas celui pour lequel on a l'impression qu'il a raison. Ouais. Je pense que ça répondait plutôt à ça. Ok. Donc, voilà, merci de confirmer ça. J'ai Aurélie qui demande justement, pour compléter sa question du début, quand est-ce que pour toi, finalement, c'est un échec? Quand est-ce que tu considères l'échec Comment tu considères l'échec? Alors, l'échec, je le vois de plusieurs façons. Alors, je ne sais pas si ça va être très précis, mais en tout cas, je réponds d'instinct à la question. La première chose, l'échec, moi, c'est il intervient souvent après une victoire. Première chose, après une grande victoire. La complexité de la construction d'un objectif fait que quand on a réussi quelque chose de grand, ça veut dire que ça a été le cheminement de quelque chose de long qui a été vraiment à l'intérieur. On parle d'autodétermination, voilà, c'est venu de l'athlète et il va falloir construire quelque chose de nouveau et généralement, grisé par la victoire, on met du temps à se remettre au travail, on met du temps à reconstruire un objectif. Donc ça, c'est la première notion, c'est plutôt les dangers de la victoire que l'échec. Ensuite, ce que je considérais comme un échec, c'est ne pas avoir mis tout en œuvre, faire de son mieux en fait. D'accord. Ça veut dire être aveugle
être aveugle de certains signaux forts de l'entraînement parce qu'on est là et parce que la théorie dit qu'il faut faire comme ça et alors on y va et on se trompe et puis finalement quand la compétition arrive on se dit j'aurais pu faire différemment parce qu'on n'a pas su écouter ça. L'échec c'est ne pas savoir changer sa façon de coacher un athlète tout au long de sa carrière parce qu'il va évoluer, ne pas savoir l'accompagner avec ses niveaux de maturité, ça c'est un échec. Au contraire, ne pas savoir écouter un athlète quand c'est lui qui a raison parce qu'on prend la posture du coach. Mais principalement, moi, mon plus gros ressenti d'échec, c'est quand j'arrive pas à créer cette connexion avec l'athlète où on rentre pas dans cette phase où tous les deux on s'enrichit et c'est nourrissant. À partir du moment où c'est pas nourrissant, où on n'a pas appris, où on n'a pas progressé, soit de manière intellectuelle, soit on a appris des choses qui vont pouvoir servir après, c'est un échec. Et parfois, il y a une grande performance, mais je ne suis pas capable, dans mon débrief de la grande performance, de mettre des choses sur un papier qui ont du sens, qui sont nouvelles. C'est juste, voilà, on avait fait plein de choses très bien avant, qui n'avaient pas encore apporté la performance, et on a récolté les fruits. Très bien, mais sauf que tout ce qu'on avait semé, on l'a récolté. Maintenant, il va falloir se remettre à semer. Et l'athlète, lui, il vient de récolter, il a envie que d'une chose, de récolter à nouveau. Donc, l'échec, c'est parfois de vouloir récolter trop vite. Il faut savoir mettre 3-4 ans sans chercher la performance avant d'en avoir une. Et on est tous pressés de la performance, on a tous besoin de reconnaissance, on a tous besoin de réussir. Et souvent, les échecs, c'est on s'était projeté sur du long terme et puis finalement, on a voulu récolter quelques gains à moyen terme. Là, j'ai des regrets parfois. Je ne sais pas si c'est assez… Si, bah, moi, je pense que de toute façon, globalement, on a bien compris que tu étais centré sur l'humain avant tout. Centré sur l'humain. Voilà. Après, en l'inverse, donc un non-podium, comment tu le considères? Est-ce que c'est pour toi ça peut m'intéresser. Ouais, voilà. Ça peut m'intéresser. Petite anecdote, en 2012, Florent Manodou arrive aux Jeux Olympiques et il me dit je vais être champion olympique de cette compétition, je ne sais pas pourquoi je la sens bien. À ce moment-là, quand il dit ça, il n'a jamais été champion de France de sa carrière. Il n'a jamais obtenu une médaille de champion d'Europe et jamais obtenu une médaille de champion du monde. Et il m'a bassiné pendant 3 jours. Jusqu'au moment où je lui ai dit oui, gagner, tu ne gagneras pas. Ça l'a vexé énormément. Il m'en a parlé après. Ça a été un de ses moteurs. Par contre, si tu peux éviter de faire 2e ou 3e, ça m'arrange. Je préfère 4e ou 5e. Ça a été ma réponse à ce moment-là. Ce que je voulais éviter, c'était le podium qui amène la lumière, qui amène avec finalement des contraintes, un nouvel ego, un nouveau statut, une nouvelle pression, des fortes satisfactions quand même, parce que s'il était ressorti avec un podium, parce que finalement, en première Olympiade, jamais avoir gagné une médaille internationale, on est sur le podium olympique. Mais ça aurait été, je le percevais comme un frein à toucher un jour son potentiel maximum et faire finalement un record du monde ou 2 records du monde. Voilà. Et bon, il m'a démontré le contraire. Il m'a dit ça m'a énormément vexé quand tu m'as dit que je ne pouvais pas gagner, parce que moi je savais que je pouvais gagner. Il a gagné. Ça a eu un peu les effets de ce que je pensais, c'est comme une petite engouement médiatique derrière tout ça. C'était pas la même chose. Il a quand même battu des records du monde. Il aurait probablement gagné en 2016 s'il n'avait pas gagné en 2012. Quoi qu'il arrive, il était né quand même pour avoir un titre olympique. Il avait toutes les qualités pour en avoir 2. Il en a déjà eu un. Ce que je lui ai dit après la compétition, c'est que de toute façon, ça c'est pour la postérité. Aujourd'hui, je le regrette. Aujourd'hui, je le regrette parce que le principe du sport, c'est de ne jamais se satisfaire de ce qu'on a et de toujours continuer jusqu'au jour où on raccroche. Et quelque part, à un moment donné, on s'en est servi en disant, j'avais imaginé qu'en lui disant ça lui enlèverait de la pression à chaque fois. Dans les moments de pression forts, en disant de toute façon, tu as quelque chose que personne ne t'enlèvera jamais, fais-toi plaisir. Mais c'est pas ça le sport. Le sport, c'est oublier à la seconde où on a fait quelque chose de très bien, qu'on l'a fait, mais de se rappeler de comment on l'a fait et de se poser la question est-ce qu'on est capable de faire mieux et de tout mettre en œuvre pour faire mieux dans le monde idéal. Oui, d'essayer de reproduire cette performance justement par ce qu'il a amené. Justement. Alors, je rebondis sur la question de Jean-Marc qui dit comment tu gères en fait une décompression justement suite à en tant que manager, comment tu gères suite à une victoire importante, comment tu gères justement ce phénomène de décompression? C'est le plus complexe. Il faut déjà avoir anticipé la victoire. C'est quelque chose qu'on ne sait pas trop faire en France. On est beaucoup dans la superstition de dire si jamais je pense que je vais gagner, je ne vais pas gagner. Et il faut savoir le faire. J'aime beaucoup l'approche anglo-saxonne américaine qui prépare le t-shirt de la victoire ou la casquette de la victoire et la casquette de la défaite si jamais il n'y a pas. C'est prêt au cas où. Il fallait que ce soit prêt. Pour le show, il faut que ce soit prêt. Pour un entraîneur, pour que ça marche la fois d'après, il faut déjà, pendant qu'on fait le coup de maintenant, il faut déjà être dans le coup d'après. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir imaginé le scénario où ça marche pas. Il faut déjà avoir anticipé, il faut bien connaître son athlète. C'est difficile. Il y a une période où tout ce qu'on va dire, ça ne va pas être écouté parce qu'il y a ce menteur que peut être la victoire et qui vous fait rien écouter pendant un moment. Il faut
Il faut être fort et il faut jouer de plusieurs stratégies différentes en fonction de la tête, en fonction des situations. Quand c'est la deuxième fois qu'on a gagné, que c'est la troisième fois. Et il faut aussi appuyer un petit peu sur le bouton de l'élitisme. L'élitisme, c'est vouloir toujours aller plus haut. C'est quelque chose de plutôt noble et que chaque fois que quelqu'un réussit, il faut très vite planter la petite graine vers autre chose de mieux. Et si cette graine prend, eh ben, ça sera facile à reconstruire derrière. Encore à nouveau l'exemple de Florent Manodou. Au sortir de son titre olympique, j'avais une inquiétude. Il est champion olympique, il a tout accompli en une seule compétition, en 21 secondes. Il passe de je n'ai jamais gagné une médaille à je suis champion olympique. Il avait toutes les raisons de vouloir arrêter et dire oh là, une sorte d'étoile filante. C'était possible et personne n'aurait jamais enlevé son titre. Et l'entraîneur avec qui je travaillais à l'époque, qui est un ami, qui est un excellent entraîneur, qui s'appelle James Gibson, qui aujourd'hui entraîne l'Angleterre, l'équipe nationale d'Angleterre, lui a dit écoute, maintenant, tu as la première étoile, on va chercher 5 étoiles. Et à l'image un peu de Florent qui adore les sports collectifs, les étoiles sur le maillot, il lui avait mis dans la tête qu'il avait la plus dure des 5, le titre olympique, qui restait à aller chercher les championnats du monde en grand bassin et en petit bassin, je ne sais pas d'Europe, en grand bassin, en petit bassin. Et si tu as fait ça, tu as fait une sorte de grand chelem. Et il est parti comme peut le faire un joueur de tennis en se disant je vais chercher le grand chelem. Et tu as la plus dure, maintenant on va chercher les autres. Et ça a été une quête. Et ça l'a vraiment animé. Et je crois que cette toute petite phrase placée au bon moment, ça a quand même grandement facilité 3 ans à 3 ans et demi de travail. Ok, d'accord. Donc chercher. Quand il a réussi à avoir la deuxième, il se dit bon, maintenant la troisième, puis quand la troisième, il y a un plus que 2, je vais au bout de ma quête. Le problème, c'est quand la quête est terminée. Voilà, c'est ça. Ça s'est passé en 2015, 2016 a été plus difficile. Un peu, bon, dans une moindre mesure, quand un salarié a, tu vois, une augmentation qu'il a demandé, qu'il a voulu, et puis souvent derrière, on peut observer une chute. Voilà. Alors que ça devrait être le début de quelque chose de mieux, parce que finalement, on a ce qu'on voulait, on devrait prouver à ce niveau-là. Voilà. Ou de la même façon qu'on valorise quelqu'un, tu vois, tiens, c'est bien, tu as fait un bon match, tu vois, et puis après, derrière, poum, le match d'après, il n'y a plus personne. Et pourtant, c'est important de valoriser les athlètes. Tout à fait. On ne le fait pas assez. Tout à fait. Ok, donc là, on a fait premier volet de pas mal de questions très intéressantes. Ce qu'il en ressort, quand même, c'est une posture managériale, faite de curiosité, faite d'échange, faite de partage, en tout cas de la façon dont tu l'animes, faite de relations basées et centrées sur l'humain, voilà, sur la délégation, sur la recherche de l'éthisme, voilà, à travers la singularité, puis que ça rejaillisse sur le groupe. Et donc ça, je vous ai dit, pour ceux qui arrivent là sur cette Open Talk, je vous ai dit qu'on vous proposerait au cours de ce webinaire d'aller plus loin. Parce que voilà, c'est bien d'avoir des conseils, mais après, quand il s'agit d'appliquer les conseils, c'est pas toujours évident après quand on se retrouve sur le terrain. Voilà, face à la pression, face à la gestion émotionnelle, peut-être que ce sont des questions qui seront posées plus tard. Voilà, on ne sait pas forcément toujours comment réagir. Et donc, on vous propose d'aller plus loin avec une première formation sur donc renforcer vos compétences managériales. Renforcer ses compétences managériales, c'est une formation qui est animée justement par Laurent Chambertin et dans laquelle vous allez alors, pardon, excusez-moi, on me dit en régie que c'est pas la bonne et je vous parle donc plutôt de la formation affirmer son style managérial. Mais je me suis trompé parce que il y a 2 formations qu'on voulait vous proposer phares justement sur la posture de manager. Il y a une formation plutôt orientée business, c'est-à-dire que si vous qui nous écoutez, vous êtes plutôt orienté économie, monde de l'entreprise, c'est plutôt cette formation qui vous sera utile. Et puis, on a une autre formation dont on vous parlera dans quelques minutes qui sera plutôt orientée sport à travers justement, enfin, en tout cas, construite pour les associations et les clubs de sport parce qu'on aborde justement dans cette formation des sujets propres donc, aux problématiques des associations et des clubs, et justement au niveau des bénévoles, etc., comment mobiliser toutes ces équipes. Là, en tout cas, pour l'instant, on est sur affirmer son style managérial. Donc, toujours pareil, hein, c'est une formation qui est animée sur Laurent, elle est sur 3 jours. Vous avez le lien qui devait apparaître donc, sur votre écran à droite. Pendant qu'on va continuer à parler avec Romain, vous pourrez aller voir cette formation. Comme je vous l'ai dit aussi en début de webinaire, on vous propose une promotion, en fait, voilà, pour vous remercier d'avoir participé à ce webinaire ce soir et d'être avec nous, et de contribuer aussi hein, à ce que ça puisse se faire à travers vos questions.
Je vous laisse regarder le programme, mais en gros, on est sur donc, tout ce qui est dans le programme de la formation, qui est une formation sur 3 jours, on est sur tout ce qui est les outils du manager. Donc, tu l'as dit, hein, tu as fait une introspection personnelle. Je pense que c'est important en tant que manager de se connaître ses limites, son potentiel aussi, de savoir aussi communiquer, d'anticiper les conflits, d'aller vers plus de communication, de développer votre leadership aussi. Je pense à Cyril justement par rapport à des problématiques humaines avec peut-être quelques personnes qui pensent avoir plus de compétences que toi. Je ne sais pas, je ne connais pas ta situation, mais voilà. Donc déployer ton style de leadership. Et puis aussi créer une dynamique collective avec donc l'ensemble de tes collègues. Je ne vais pas en dire plus. Ce que je veux vous dire surtout, c'est que dans ces formations, vous avez des garanties qui vous sont proposées. Donc, tout est écrit, je ne vais pas faire la promotion, mais sur cette formation, vous avez des garanties notamment de satisfaire ou reformer. C'est-à-dire qu'on ne vous rembourse pas la formation si vous n'êtes pas satisfait, parce qu'on part du principe que si vous vous inscrivez à cette formation, c'est que vous en avez envie, c'est que vous avez la motivation et que vous en avez le besoin. C'est à nous après de répondre à l'objectif de satisfaire votre demande, de satisfaire votre besoin. Et donc, on vous forme tant que en fait, vous n'êtes pas satisfait par rapport à l'objectif qui est proposé sur cette formation. Ça, c'est le premier point. La deuxième garantie que vous avez, c'est que ces formations sont finançables. Donc, tout dépend de votre statut de salarié, de chef d'entreprise, ou je ne sais pas, vous avez des organismes paritaires collecteurs agréés, et puis nous sommes organismes de formation, vous pouvez bénéficier de financement. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'on vous garantit aussi cette formation, même si c'est un présentiel sur 3 jours, cette formation a l'avantage donc aussi d'être diffusée sur une plateforme, on appelle ça un LMS, une plateforme pédagogique sur laquelle vous allez retrouver tout le contenu, à partir de laquelle vous allez pouvoir aussi retrouver des vidéos, enfin bref, communiquer aussi avec votre formateur post-formation, et surtout d'avoir accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à ce contenu. Ce sont des formations qui se déroulent, donc vous avez le choix de votre ville, donc je ne sais plus quelles sont les villes, à Marseille, à Paris, à Nantes, voilà, il y a plusieurs villes, vous choisissez votre date, et puis vous pouvez donc ensuite vous inscrire et profiter et bénéficier de l'offre qu'on vous fait pour ce soir. Et par contre, cette offre est valable jusqu'à ce soir minuit seulement. Donc, vous inscrire implique justement une volonté de vous former. Si après, derrière, il vous faut un financement, vous verrez que dans les inscriptions, vous avez plusieurs modalités. Vous choisissez simplement la modalité d'être financé par un OPCA. Et il n'y aura pas de souci, on tiendra compte de la remise. Voilà, donc c'est une formation, je vous le dis, hein, adaptée plutôt au monde économique. Et restez avec nous, puisqu'on va parler tout de suite après d'une formation adaptée au monde associatif et au monde sportif. Voilà. Entre-temps, on peut revenir, on va laisser justement l'offre pendant qu'on répond à une deuxième vague de questions. Et on revient donc justement à vos questions, s'il y en a d'autres. Et effectivement, il y en a d'autres. Alors, juste pour info, là, on vous propose 2 formations qui sont plutôt sur la posture du manager. Donc, business et sport. À la fin de ce webinaire, on va vous proposer une autre formation beaucoup plus importante qui est centrée sur l'intelligence collective. Donc, ça implique à la fois d'avoir une posture de manager dans le style de Romain, donc, qui est dans l'échange, qui est dans le partage, qui est dans la co-construction, qui est dans le co-développement, pour aller chercher justement les phénomènes d'interdépendance et créer justement ces phénomènes d'égrégore. Cette formation, on vous la propose vraiment in fine parce que c'est le Graal en fait de ce que nous proposons aujourd'hui en termes de formation. C'est moins adapté à une posture de manager, voilà, par rapport à ces 2 formations. C'est plus une formation qui est adaptée justement au phénomène d'intelligence collective. Comment on crée justement cet esprit d'équipe, comment on va créer, comment on va co-développer avec ses collègues, ses collaborateurs, ses joueurs, enfin, en tout cas ses sportifs, voilà, si vous êtes sportif. Ce phénomène qui fait que, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais voilà, sans se parler, sans forcément, on va arriver à se comprendre, il y a quelque chose, il y a une connexion, comme tu es en train de le dire, avec tes sportifs, qui se crée sans forcément faire de grands discours. Mais voilà, il y a cette connexion qui est grandement enrichissante et qui fait que ça va amener tout le groupe de
comment dire, à se dépasser, à dépasser des limites et à performer et à vouloir enrichir comment dire, les uns et les autres dans le système que compose le groupe. Voilà. Donc restez avec nous jusqu'à 20h30, on vous en parlera un peu plus longuement. Je ne sais pas, François, si il revient sur l'aspect de non-négociation. Qu'est-ce qui est non négociable pour toi? Deux pages, en premier lieu. Un manque de respect de ceux coéquipiers et de ses entraîneurs. Qu'est-ce qui est non négociable? Ne pas participer à 99,5% des entraînements, les rater que quand on est malade. Ne pas chercher à faire de son mieux, ne pas s'engager dans un processus. Alors, forcément, il y a différentes étapes dans le non négociable. Un jeune athlète qui démarre, qui n'a pas encore l'hygiène de vie parfaite, qui connaît la nutrition, notamment, je pense, Angèle, qui n'a pas encore toute cette connaissance, on attend de le former. Je pense qu'il y a d'autres exemples dans le non négociable, mais les choses sont, c'est s'entraîner le mieux possible, récupérer le mieux possible, être respectueux de ses athlètes et être au service du collectif. Ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Et ça veut dire que il n'est pas négociable avec l'entraîneur de dire j'ai pas envie de venir demain, je viens pas. Voilà. D'accord. Ça, c'est rattaché aux valeurs, justement, à l'identité du groupe. Comment tu t'y prends? Enfin, je veux dire, c'est toi qui dictes les règles ou elles sont dites au départ? On a fait un exercice qui était pas mal. On a souvent co-construit avec les athlètes. Finalement, on leur donne un maximum de pouvoir et puis c'est leur équipe. Nous, le plaisir en tant qu'entraîneur, il est déjà dans l'élaboration de la séance, dans la pensée du projet global. Puis à eux aussi de partager les valeurs. Je sais qu'on a des valeurs très, très fortes et très communes avec le staff. On est des adultes dans le monde des adultes, finalement. Eux, il faut se rappeler que ça reste des enfants. Un athlète de haut niveau, finalement, il a trop longtemps ou très souvent été extrêmement protégé pour comprendre un peu la globalité de ce qui se passe en dehors de sa bulle, et c'est tant mieux. Mais il participe à la construction des valeurs, et notamment, on fait un jeu qui est connu en management où on a créé notre blason, on a mis nos points forts, nos points faibles, nos valeurs, un adjectif qui nous qualifie. On en a choisi un joli cette année, c'était rêveur. Un rêveur, ça a un peu l'aspect de quelqu'un qui est rêveur, mais ça aussi, ça veut dire qu'il est capable d'avoir des rêves et donc d'avoir des ambitions. Il y a le mot patience. Il y a un mot que j'ai trouvé intéressant dans le sport qui va jouer dans le futur, et nos générations, un peu plus au fait que nous, mais ils ont utilisé le mot geekitude. C'est faire attention à toute la nouvelle technologie, à l'aspect chronophage de cette technologie, au fait qu'on se couche plus tard, au fait qu'on ait toutes ces sources à la fois d'informations qui sont exceptionnelles pour savoir ce qui se passe dans votre sport, pour revoir des vidéos, pour progresser aujourd'hui. Je crois que c'est un mode de progression, c'est-à-dire que l'accessibilité des matchs, de pouvoir voir, nous en natation, d'avoir les chronos, de voir toutes les compétitions, d'avoir les lives sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'exceptionnel, mais c'est aussi moins de repos, c'est aussi plus de choses qui sont stressantes, énervantes, excitantes. Donc voilà, il y avait tout ça un peu dans nos valeurs. Donc dans nos valeurs, il y a faire attention à ne pas utiliser trop son téléphone, à le poser un peu à table, des choses comme ça. Alors justement, Valérie pose la question, et si jamais c'est enfreint, qu'est-ce qui se passe? Comment tu arbitres ça? Il y a plusieurs choses. L'idéal, c'est quand on a réussi à faire en sorte que le groupe s'auto-gère, s'auto-régule, c'est-à-dire que quelqu'un prend le téléphone à table et puis c'est un de ses coéquipiers qui lui dit pose-le. Mais pas un pose-le parce que je suis ton boss, pose-le parce que je sais qu'il ne faut pas le faire. Apparemment, tu t'es donné la possibilité de le faire, mais ne le fais pas pour respecter les autres, pour respecter la règle qu'on s'est fixée tous ensemble. J'aime bien qu'il soit participatif de la règle. Après, s'il continue à le faire, ça va commencer par simplement en discuter, et puis ça ira par toutes les étapes jusqu'à ce qu'ils comprennent. Mais généralement, je ne suis pas du tout dans cette relation avec les athlètes. C'est-à-dire qu'on construit quelque chose pour travailler ensemble. Les gens qui sont là, généralement, on va me dire quelque part des privilégiés. C'est rare qu'on leur dise quelque chose et que ce ne soit pas fait. Après, si c'est des choses qui ne sont pas importantes, il ne faut pas se tromper entre le non négociable et voilà, c'est un téléphone à table, quelqu'un qui répond à un SMS, ne pas être viré du groupe, et même s'il le fait 3 fois. Simplement dans le dialogue, en lui disant voilà, ça fait partie des règles. Lors des derniers championnats du monde, ils ont décidé de sortir à la soirée qui était organisée à la fin de la compétition. L'équipe de France avait interdit cette sortie
On avait donc dit qu'on leur a demandé de respecter les règles de l'équipe de France, même si moi, ma perception, c'est qu'un championnat du monde se termine, il n'y a pas de compétition avant 8 mois. S'ils veulent profiter un moment, je parle de la troisième mi-temps au début, j'y voyais plus un moyen de créer cette troisième mi-temps. Et donc, ils ont décidé d'y aller, ils se sont fait attraper. Donc, on leur a expliqué qu'en fait, on trouvait la règle de l'équipe de France dure, pas forcément en phase avec nos valeurs à nous, de partage d'un bon moment après une compétition. Mais par contre, on leur avait demandé qu'ils ne l'ont pas respecté. Donc, on leur a demandé de faire 4 séances de natation avec le groupe des masters, donc des gens qui ont plus de 30 ans. La difficulté, c'est que la séance de musculation commençait à 15h30, la séance dans l'eau commençait à 17h pour se finir à 19h, la séance de masters commence à 20h et finit à 21h30. Donc, ils ont enchaîné 15h30, 21h30 pendant 2 semaines d'affilée, lundi, mercredi. Donc, ça a fait un quotidien beaucoup plus lourd, assez pénible, où ils ont pu faire un échange avec une partie du club et finalement prendre un peu de plaisir. Mais quand même, faire 5h30 de sport 4 fois, quasiment enchaîné, et c'était vraiment… Voilà, pour mettre en rapport, on a cherché une punition qui pouvait aussi être utile. Et nous, on s'était dit que faire quelque chose qui est un peu chiant, mais dans leur activité, dans aussi briser des tabous autour de 5h, 6h de pratique, 4 fois, rentrer plus tard le soir, devoir se coucher plus tôt, enchaîner avec le lendemain. Donc, il y avait un côté où on a essayé de leur faire comprendre qu'il fallait respecter ce qu'on leur demandait, mais et qu'on était capable de prendre des sanctions éventuelles ou en tout cas des dispositions par rapport à leurs agissements, mais qu'on essaie de trouver quelque chose. Ils n'ont pas trouvé aussi intelligent que nous le principe de renager 1h30 derrière, mais on verra à terme si c'était bien ou pas. D'accord. Alors justement, il y a des questions sur le leadership, mais avant d'enchaîner là-dessus, je vous avais parlé donc, pour satisfaire les personnes qui viennent du monde du sport. Donc il y a une deuxième formation, et cette fois c'est la bonne. C'est donc renforcer ses compétences managériales. C'est à peu près globalement le même programme que pour affirmer son style managérial, mais adapté, je vous dis, au monde associatif. Voilà. C'est vrai que c'est un environnement qui est différent quand même du monde de l'entreprise. Et c'est toujours animé par Laurent Chambertin. Vous avez toujours les mêmes garanties. Et ça va s'afficher maintenant donc, à votre écran. Et pareil, vous choisissez une ville, une date, etc. Et puis vous continuez le processus. Tout est guidé. Voilà. Donc pareil, c'est justement pour une formation. C'est une formation qui s'adapte, enfin en tout cas qui s'adresse aux managers qui pensent qu'ils ont que vous avez peut-être besoin de progresser, peut-être de mieux vous connaître et peut-être d'avoir un peu plus de technique managériale. Voilà. On revient sur le webinaire parce que justement, moi j'ai une question, c'est cette autorégulation qui se fait par rapport à ces règles de vie. Comment dire, comment ça s'est fait, si tu veux, comment ça s'est construit ça? Ça s'est construit de plusieurs façons. D'abord, il y a la partie classique, c'est-à-dire où quand un athlète arrive, on lui explique un peu les règles. Ça s'est fait aussi par le partage d'expérience avec ses coéquipiers. C'est-à-dire que les coéquipiers en charge parfois, les coéquipiers d'expliquer les règles. Ça se fait aussi simplement dans la vie du quotidien. On fait une bêtise et puis le coéquipier dit voilà, j'ai connu de pareilles situations dans le passé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que tu risques. Je crois savoir que suite à quand ils ont un des jeunes athlètes qui a été pris flagrant délit et qui est sorti lors des championnats du monde, il a appelé un ou deux anciens qui sont plus aujourd'hui dans l'équipe. Il a dit j'ai fait ça, qu'est-ce que je risque? Il s'inquiétait un peu. Donc il a dit tu auras quelque chose, hein, mais voilà, et les anciens voulaient plutôt savoir ce qu'on allait faire pour savoir si c'était un peu en phase avec ce qu'on avait pu faire dans le passé ou pas. Voilà, mais au départ, on le construit ensemble. Clairement, ils viennent pour performer. Et quand ils viennent, il y a vraiment un élément fondateur. On recrute rarement. C'est souvent à la demande des athlètes de venir. C'est toujours en position de force et se servir de cette position de force pour bien leur expliquer voilà ce qu'on veut faire avec toi. Voilà ce qui va se passer. Et comme ça, c'est les termes de notre contrat tacite. Un contrat qu'on va signer parce qu'ils signent un contrat avec le club parfois quand ils sont d'un certain niveau, mais il y a quelque chose de beaucoup plus fort que moi qui est vraiment le contrat moral, le contrat tacite. Je crois beaucoup plus au contrat moral tacite sur lequel on ne peut pas faire agir personne d'autre, mais vraiment soit son engagement plutôt que le contrat qu'ils ont avec le club. Et je mélange rarement la partie financière. Si un athlète est payé par le club et qu'il ne vient pas à 3 entraînements, c'est très loin de moi l'idée de lui dire mais si tu ne viens pas, je vais te prendre de l'argent sur. C'est vraiment l'envie de trouver d'autres moyens qui vont rester de l'ordre de notre rapport à tous les deux et de notre relation forte et chercher par tous les moyens à réussir à faire comprendre à cet athlète-là que si on le fait, c'est une seule raison. D'abord parce que nous, on ne sait pas faire autrement. Parce que moi, si je ne vois pas chez toi une exigence forte, ma motivation va descendre, la force de ce qu'on va te proposer va être moins bien.
ça va rejaillir sur le groupe, puis ça va rejaillir sur les performances. Et nous, on a envie de construire un projet qui va faire. Parce qu'on, quelque part, forcément, je dis que la performance, elle n'est pas numéro 1, elle n'est pas prioritaire. Mais quand il y a la performance, il y a du plaisir. Quand il y a la performance, c'est aussi un grand moment qu'on a envie de vivre. On ne fait pas juste faire progresser les athlètes et puis après, on ne les inscrit pas à la compétition. À la fin, ils vont bon à la compétition. À la fin, on va voir, on va tester notre modèle, on va tester notre équipe, on va tester notre quotidien face aux autres meilleurs du monde et on a envie de sortir premier de ça. Quand même. Il y a quand même derrière l'aspect compétitif, il est là. Moi, j'ai pleinement conscience de ce que ça veut dire que de vouloir gagner. Première étape d'en vouloir gagner, c'est battre les autres. Et j'ai envie de le faire vis-à-vis des autres entraîneurs. Donc ça, c'est quelque chose qui m'anime et qui anime les autres entraîneurs et qui anime les nageurs. Pas tous ont encore complètement compris le fonctionnement de la victoire. Le fonctionnement de la victoire, c'est lourd, ça nécessite de savoir exactement ce que ça veut dire, sinon on n'y arrive pas, sinon on travaille. Les premières étapes clés qu'on fait avec un athlète, c'est de leur faire comprendre ce que c'est que la victoire, parce qu'ils disent ouais, j'ai envie de gagner, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire derrière. Donc quand ils y sont confrontés, ils n'y arrivent pas parce qu'ils s'aperçoivent à ce moment-là ce que ça veut dire. Ça veut dire battre quelqu'un, ça veut dire être capable de le toiser, ça veut dire vivre avec ce statut-là, ça veut dire devoir recommencer. Ça veut dire peut-être échouer et s'apercevoir que tout ce qu'on a en nous, c'est pas suffisant. Enfin, ça veut dire plein de choses. Tout à fait, ouais. Alors justement, Charlie pose la question, tes leaders, tu les gères d'une manière différente et comment tu te comportes par rapport justement à tes leaders? Est-ce que tu as une attitude différente avec des leaders reconnus et avec un petit jeune qui démarre? Voilà. Comment tu te comportes, comment tu gères ça? Alors, c'est pas forcément, j'aime pas trop penser que parce qu'on est leader, j'ai un comportement et parce qu'on est jeune. J'ai plus tendance à penser au départ, ce leader-là, qu'est-ce qu'il va avoir besoin, quel comportement il va avoir besoin que j'adopte pour qu'il continue de performer, et ce jeune-là, quel comportement je vais devoir mettre en œuvre au début avant de le connaître bien, pas prendre de risques. Je pense plus comme ça, et j'aurais plus envie de répondre à la question en disant 2 leaders qui ont 6 ans d'expérience dans le projet, qui ont des titres de champion du monde tous les deux, je ne vais pas les traiter de la même façon. Il y en a certains que je n'arrive pas à engueuler, mais par avec qui je vais passer beaucoup de temps sur le dialogue, et il y en a d'autres avec qui j'ai besoin de vraiment me prendre la tête, plein fer, parce que je sais que c'est comme ça que ça marche avec eux. Et voilà, il y a différentes façons de faire. Après, il y a une notion de maturité, il y a une notion de ce que les gens sont capables. J'ai plus envie d'adapter mon dialogue avec un jeune athlète, et surtout mes attentes, qui ne sont pas forcément autour d'une responsabilité forte dans le groupe ou autour d'une responsabilité forte autour de la performance, parce que tout ce que je veux, c'est qu'il progresse. Et puis un autre athlète, où on dit voilà, maintenant ça fait 4 ans qu'on travaille, ça fait 4 ans qu'on développe des compétences, c'est le moment de la transformation. S'il n'est pas en train de le faire, voilà, là, je vais avoir une approche différente. Oui, ce que tu es en train de dire, finalement, c'est pas, faut pas être dans la caricature, donc avec un jeune, je suis comme ça, avec un leader, je suis comme ça. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tu t'adaptes finalement à l'humain, à l'homme que tu as en face de toi. Aujourd'hui, je coach 2 nageuses qui sont très haut niveau mondial, entre 10 et 15e mondial, qui ont été toutes les 2 médaillées dans des grands championnats. J'ai pas du tout la même relation avec les 2. Je parle pas au même moment, je n'utilise pas les mêmes mots, je parle pas de la même chose. Il y en a une à qui je dois expliquer les choses en amont pour qu'elle les fasse, et après j'ai pas besoin de lui réexpliquer parce que ça l'énerve. Il y en a une autre quand j'ai besoin de beaucoup débriefer après. Il y en a quand ça va pas, il faut réconforter même si ça va pas. Et l'autre athlète, si je lui dis t'inquiète pas, c'est pas grave quand ça va pas, ça l'énerve. Et donc ça marche pas. Il faut rien dire quand ça va pas et dire un peu quand ça va bien. Avec l'autre, il faut quand ça va pas dire c'est pas grave, ça ira mieux la prochaine fois. Ils sont différents et pourtant même statut, même niveau d'ancienneté dans le groupe, etc. Et comment tu sais ça? Comment tu sais faire ça? Je me suis rarement posé ces questions-là. Je crois qu'on a tous nos points forts en tant que manager et nos points faibles. J'ai plein de points faibles. Parmi mes points plutôt forts, c'est de savoir comprendre les gens, savoir les lire. Le phénomène empathique, ouais, et puis savoir simplement, quand on parle à quelqu'un, être réceptif à ce qu'il fait. C'est-à-dire que moi, quand je dis à un athlète qui est en train de faire quelque chose de pas très bien, de lui dire c'est pas grave, quand je le dis, parfois, je regarde sa réaction. Et quand dans le c'est pas grave, je vois que ça l'énerve, je lui dis plus après. Parce que c'est pas ce qu'il a envie d'entendre. Il a envie d'entendre c'est grave, bouge-toi. Et il y en a un autre à qui on dit c'est pas grave, et puis ça fait un peu mieux, après ça fait un peu mieux, ça fait mieux. Dans l'idéal, être le plus souvent le meilleur conseil que je pourrais donner sur les faits. Et à force d'être sur les faits et pas sur le jugement, voilà, on s'est fixé tel objectif, on a réussi, on n'a pas réussi. Si tu n'as pas réussi, remets-toi en question. Ou alors à bord en disant moi, mon programme, peut-être qu'il n'était pas adapté. Et quand on est énormément sur les faits, généralement, ça se passe bien. Ok. Et justement, quand on parle, quand tu évoques ça, tu vois,
Donc tu es à l'écoute, enfin, ça demande beaucoup d'énergie. Enfin, est-ce que ça te demande de l'énergie de faire ça ou c'est naturel? Non, bah, ça demande de l'énergie, ça dépend. Il y a des moments où ça n'en demande pas parce qu'on est bien, puis il y a des moments où ça demande de l'énergie, puis ça demande du temps, et puis il y a des fois où on l'a pas, et puis il faut quand même le faire. Ça demande une cohérence, je crois que c'est une cohérence, c'est-à-dire que, et surtout après derrière, ça demande de se rappeler comment on traite un athlète. Parce que ce qui est le plus dur pour un athlète, c'est quand il fait quelque chose de bien, il ne reçoit pas une félicitation. Quand il fait quelque chose de pas bien, il se fait engueuler. Puis la fois d'après, il ne se fait pas engueuler quand c'est pas bien. Puis il reçoit les félicitations quand c'est moyen. Il est perdu après. Ouais. Donc il faut être assez clair sur les choses. Il faut coacher toujours de la même façon. J'ai un athlète aujourd'hui, quand il va bien, il ne demande rien. Quand il ne va pas bien, il ne veut surtout pas qu'on lui parle. Donc, le seul moment où je peux un peu intervenir avec lui, c'est quand ça va. Quand ça va pas, que je lui parle, ça empire les choses. Il veut être laissé tranquille, quoi. Si tu t'en rappelles pas et que tu fais l'erreur à chaque fois que ça va pas, de lui dire allez, on va. Il veut pas aller, on s'accroche, allez, on va plus loin, allez, on continue. Il veut rien à ce moment-là. Donc, il faut savoir prendre du recul à ce moment-là. Et par contre, quand c'est très bien, il faut pas hésiter à lui remettre une répétition de plus, à lui dire allez, on va tenter, fixer des challenges à ce moment-là quand il va y répondre. Là, notre relation se renforce. Quand j'oublie de fixer le challenge quand ça va bien et quand je parle trop quand ça va pas, notre relation se dégrade. Ouais, okay. Justement, alors il y a une question aussi intéressante, c'est en termes de gestion justement de cet aspect-là en tant que manager. Parce que tu vois, c'est comment dire, c'est prévenir, c'est se mettre en empathie vis-à-vis des gens, c'est savoir quoi dire, etc. Ça demande quand même une activité. Bon, je ne sais pas comment au-dessus de toi on te gère, par contre, mais souvent le manager, tu vois, il est pris en sandwich entre des résultats qui lui sont imposés, qui lui sont demandés. Alors toi, c'est peut-être autre chose, la presse ou je sais pas, ou en tout cas c'est sur des courts événements. Et puis en même temps, il faut qu'aussi toi, tu ne fasses pas passer justement un aspect émotionnel fort, négatif ou en tout cas qui déborde. Pour pouvoir justement rester dans la connexion avec l'autre et pouvoir lui dire le bon mot au bon moment. Comment tu gères ça, toi, en tant que manager? Moi, je suis imperméable à ce que les gens pourraient me fixer comme objectif. Moi, il ne compte que les objectifs qui font partie de notre, on s'appelle le cercle manager, mais notre cercle intime, des gens qui, pour moi, je vais écouter quelqu'un qui va passer 8 ou 9 heures avec moi dans l'objectif. Celui qui vient et qui passe 1 heure et qui dit, il va falloir que tu fasses ça, même si c'est mon financeur, j'écoute pas. Je suis très reconnaissant du président du cercle manager de Marseille et du directeur qui finalement disent délégation de confiance. On sait qu'il fait de son mieux, on sait que l'équipe fait de son mieux. Allez-y. Voilà, on vous met à disposition. S'il y a des problèmes, on est là. Et si vraiment ça pose des gros problèmes, on en discutera. Mais en gros, je ne parle jamais de ça. J'ai pas la partie haute du sandwich qui appuie. Et si quelqu'un cherchait à appuyer, soit je partirais, soit je expliquerai que je ne fonctionne pas comme ça, en fait, que ma propre motivation, elle sera toujours plus forte que ce que quelqu'un d'autre va me donner. Je n'étais pas assez fort pour l'affirmer quand j'étais athlète, je le suis aujourd'hui en tant que manager, mais je dors natation, je vis natation, je suis 24 heures sur 24, ma famille s'en plaint parfois, ma compagne s'en plaint souvent, même si elle est très fair play avec ça, mais il n'y a rien qui va m'apporter plus de motivation que si un athlète a vraiment envie de réussir et que je m'engage auprès de lui. Ça, et donc comme c'est venu de lui et comme c'est venu de nous finalement, eh ben, on est tous ensemble pour filtrer ce que la presse attend de nous, ce que la fédération attend de nous, ce que notre club attend de nous, ce que nos parents attendent de nous, ce que nos amis attendent de nous, enfin tout ce qui est environnement. On a envie de leur faire plaisir, mais à un moment donné, il faut savoir se débarrasser de ça. Et Claude Onesta utilise un mot que j'aime beaucoup, qui symbolise ça, c'est s'affranchir. S'affranchir de tout ça. Un bon manager, c'est quelqu'un qui est léger, qui est affranchi. Il est affranchi pour être libéré vers son quotidien. Ok, merci. Bon, donc affranchissez-vous pour plus d'intelligence collective et justement, on va vous passer une petite vidéo pour finalement après clôturer sur le relais et la vie donc, de ce collectif particulier. Vidéo sur le phénomène collectif parce qu'on a parlé au début avec la vision de Romain sur la singularité dans le collectif. On vient là d'aborder le phénomène de leadership et
des capacités managériales, justement, un bon manager pour justement mener son groupe, en tout cas, en tirer le meilleur. Maintenant, je voudrais que, et si vous avez des questions à poser autour du relais, voilà, comment on arrive à faire vivre cette équipe particulière, voilà, sur cet instant de course, et en même temps, donc vous parlez de ce phénomène d'intelligence collective. L'intelligence collective, pour moi, c'est quelque chose de très animal, voilà, même si on a d'autres capacités que les animaux, mais c'est quelque chose de très primaire finalement, qui se crée un peu naturellement, et qu'on arrive à retrouver dans différentes sphères, et pas que le sport. Voilà. Mais et on en parle beaucoup pour le sport, parce que c'est évidemment ce qui est le plus médiatisé, on l'a vu avec voilà, les yeux dans les bleus, avec des tas d'équipes, bref, sur justement les phénomènes qui se vivent au sein d'une équipe. Voilà, quel témoignage tu peux apporter justement sur cette vie de groupe qui fait qu'à un moment donné, voilà, il va y avoir cette force supplémentaire qui va permettre de gagner des centièmes entre le collectif et qui fait qu'on se comprend et qu'on a envie d'aller plus loin. Alors, les leviers et les ressorts pour toi. Alors, moi, les petits témoignages, plus l'œil de l'entraîneur qui a vécu un peu la réussite des relais français. Première chose, c'est qu'on n'a pas besoin de s'aimer pour réussir ensemble. Il y a deux notions dont il ne faut pas se tromper quand on est entraîneur. C'est pas parce qu'on s'aime qu'on va réussir. Quand on réussit ensemble, on s'aime. Au moins pendant un moment. Ça c'est la première chose. Après, la deuxième chose sur les relais, qui a énormément fonctionné avec les nageurs et que je crois retrouver pas mal dans le handball, c'est cette notion de plaisir. À partir du moment où on met 4, 6, 8, 11 athlètes ultra talentueux, dévorés d'ambition personnelle, il faut justement travailler pour enlever cette pression et presque que ça devienne un jeu et qu'on revienne à l'essence des choses. Au moment où il y a énormément de pression, l'idéal c'est d'être en train de jouer et d'être en train de sourire. Parce que sinon on se fait prendre par l'enjeu. Un relais 4 fois 100 mètres nagés, très différent d'un match de handball où ça va durer 60 minutes. On est là sur 3 minutes 10 secondes. Chaque partition dure 47-48 secondes, ça va très vite. C'est très long la journée qui amène, mais ça va très vite. Et c'est surtout bourré de testostérone à un moment. Et on aurait tendance à vouloir se crisper. Et un athlète crispé, ça ne va pas bien avec l'eau. Et généralement, on a été très bons, nous les Français. On n'était pas capable d'avoir on n'a jamais aligné les 4 meilleurs quand on a gagné. Sauf que on a été débarrassé, affranchi de la victoire parce qu'on a gagné une fois et ils étaient heureux avec des larges sourires, avec cette notion. Et je crois que finalement, quand ils se retrouvaient dans la chambre d'appel et qu'ils se retrouvaient juste avant les courses, ils sentaient qu'à l'intérieur de cette équipe-là, il y avait une énergie possible. À l'intérieur de cette équipe, il y avait cette pression de devoir gagner ensemble. Et voilà. Donc, et ça s'est renforcé naturellement et les concurrents nous ont donné de la force en permanence, soit par des erreurs de casting dans les relais, ils n'ont pas toujours mis les meilleurs, soit parce qu'à l'arrivée dans la chambre d'appel, l'équipe, elle est sous tension. Donc, l'équipe de France, ils regardent et disent, bon, mais eux, ils sont tendus. On va faire le truc, comment c'est faire la bande de copains. Et ça a souvent marché et ils ont souvent fait des performances qu'ils ne sont pas capables de faire seuls. Tout à fait, ouais. Donc, à la droite de votre écran, vous avez donc un lien justement vers une formation sur l'intelligence collective avec 3 workshops. Donc, vous pouvez, si vous désirez vous inscrire séparément ou sur la globalité des workshops. Le premier workshop, c'est en résidentiel, justement, pour reconstituer. Un workshop, c'est justement une séance de travail, c'est pas forcément de la formation, mais c'est plutôt une séance de travail sur 2-3 jours en résidentiel, justement, recréer les phénomènes collectifs, positifs qu'on connaît à travers le sport, sur tout ce qui est, on va s'inspirer du biomimétisme, justement, comment justement les animaux qui, eux, n'ont pas de préfrontal arrivent justement à créer une sorte de cohésion et travailler tous ensemble, voilà. Donc, on va s'inspirer de tas de choses, justement, des leviers, justement, de la communication qui permettent de… En quoi, finalement, c'est paradoxalement, ce ne sera pas forcément non plus ce que l'on pense, c'est-à-dire que s'aimer, ce n'est pas forcément ce qui va créer une bonne cohésion non plus. Vous avez la cohésion dite affective et la cohésion plutôt opérationnelle, exactement. Voilà, donc c'est 2 choses complètement différentes, c'est ce que vous allez découvrir sur ces 3 jours. Ensuite, donc on est sur les leviers, voilà, on est sur les phénomènes d'Egruber, c'est-à-dire quels sont les mécanismes intuitifs qui font l'intelligence collective. Un deuxième workshop derrière de 5 jours sur comment justement booster, voilà, c'est à travers grossièrement ce qu'on connaît en team building, tu vois, mais là c'est plutôt du team development,
des stratégies justement pour commencer à impulser une cohésion de groupe, pour commencer à impulser une intelligence collective, et ensuite comment la piloter. Pour les professionnels d'accompagnement qui peuvent s'inscrire à ce workshop, il y aura aussi tout comment dire, pas mal d'outils pour justement comment auditer et quels sont après les exercices et qu'est-ce qu'on va mettre en place justement au sein des différentes équipes, que ce soit dans le sport ou dans l'entreprise. Et enfin, un troisième workshop qui n'a lieu qu'une fois par an, c'est donc en novembre, où là on regroupe tous les outils, tous les courants possibles justement de tout ce qui est numérique déjà, et puis jusqu'à tous les jeux, enfin, plein d'outils, avec une particularité, c'est qu'il va y avoir plusieurs intervenants, il va y avoir donc plusieurs workshops en même temps, où vous pourrez choisir finalement l'atelier, voilà, c'est un atelier qui dure 2 jours, vous pourrez choisir un atelier, une journée, choisir un deuxième, sur la deuxième journée, et le soir, ce qu'on fait, puisque c'est toujours en résidentiel, vous allez restituer ce que vous avez appris finalement à tous les autres participants, de façon à ce que vous ne ratez rien des autres ateliers qui ont pu se passer, et voir comment on peut finalement aussi arriver à mettre en place le phénomène d'intelligence collective à travers notamment les réseaux sociaux, puisqu'on va utiliser un réseau social énorme, voilà, créé pour l'occasion. Bref, donc plusieurs intervenants, vous choisissez votre atelier et vous avez une restitution en fin de journée sur le reste des ateliers. Voilà, très intéressant, et bien sûr, vous pouvez le refaire chaque année. Voilà, donc 3 workshops. Une formation globale, vous avez le lien, vous pourrez voir avec les mêmes conditions et les mêmes garanties que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, et une offre promotionnelle pour ce soir. Voilà. Dernière question sur le relais. Justement, tu parles de quand ils sont dans la chambre d'appel, les nageurs, j'allais dire les joueurs, les nageurs ressentent ce phénomène. Est-ce que c'est palpable ça pour quelqu'un qui n'est pas à l'intérieur justement du groupe? Est-ce que ce sont uniquement les gens qui sont au sein de ce groupe-là qui arrivent à ressentir cette énergie, ou toi, tu arrives à ressentir? L'ensemble de l'équipe ressentait l'énergie. C'est assez bizarre. Après, je ne sais pas si l'être humain, il a tendance à transformer un peu les souvenirs et à en garder le meilleur et à transformer le moins bon. J'avais souvent l'impression que même quand on était moins fort, on avait ce sentiment de confiance qu'ils allaient quand même gagner. Et moi, je suis souvent plutôt optimiste de nature, pessimiste à l'approche de la pression en disant finalement, ça ne va pas se passer comme je veux parce que j'étais trop optimiste pendant la saison. Mais voir partir ces 4 garçons à la chambre d'appel, il y avait vraiment une force qui se dégageait, une force sereine, une force tranquille. L'impression que quand on les quittait, ça allait faire que se construire pendant les 15 prochaines minutes jusqu'au moment. Et c'est vraiment une des clés sur lesquelles les autres équipes ont peu travaillé. Alors, sauf aux derniers Jeux Olympiques, les États-Unis nous ont battus. Ils ont réussi après 6 ans sans gagner à nous battre. 8 ans même, depuis 2009. Non, je crois, 2009, donc ils avaient pu gagner depuis 2009. Et ils ont réussi à retrouver ça réellement. Et ça s'est senti. Et en fait, ils étaient ce qu'on était auparavant, ils l'ont été. Ils étaient un peu plus forts que nous, mais pas forcément. En tout cas, ils nous ont battus en recréant ce qu'on avait su recréer. Ça se voyait sur leur visage tout au long de la journée. Ça s'est vu après la course. C'était une joie qui était différente des joies d'avant, qui n'était pas vraiment, qui était saine, sereine. C'est sur quelque chose sur lequel on va devoir travailler si on veut regagner à nouveau dans le futur. À partir du moment où on aura trouvé peut-être un 4e nageur qui aujourd'hui n'est pas totalement au niveau de nos 3 meilleurs, on a nos chances pour des médailles et on va retravailler là-dessus, sur ce qu'on a parlé, intelligence collective, intelligence émotionnelle. C'est quelque chose de clé, de toute façon, dans un quotidien et puis dans les moments forts encore plus. Alors justement, donc on sent bien le phénomène, tous quand on le connaît. Mais par contre, quels sont pour toi les freins ou les obstacles ou vraiment ce qui peut vraiment tout foutre en l'air, tu vois, au sein d'un groupe et qui fait que, tu vois, un grain de sable, on sait très bien dans la mécanique, on n'arrive pas à retrouver ça. Quels sont pour toi les principaux freins et obstacles justement? Alors, ça dépend des étapes du projet. Il y a un moment donné où les athlètes, finalement, le projet démarre et puis les athlètes, ils n'ont pas, n'importe quel athlète peut venir et partir sans que c'est un enjeu, tout le monde démarre. À un moment donné où si un athlète qui est le leader incontesté s'en va, il va y avoir des résonances qui vont être fortes à l'intérieur, qui vont être fortes à l'extérieur. Ça va tanguer un peu de partout. Au départ, moi, j'étais venu avec trois pièges. La survalorisation par rapport aux autres, se voir plus fort que les autres alors que ce n'est pas le cas. Travailler sur ton soi de manière trop forte, ce qui va engendrer jalousie, rejet et déni.
des autres personnes. Ça, c'est vraiment des freins à l'intelligence. Et se valoriser en dévalorisant les autres, ce qui est différent de se survaloriser. Et là, disqualification minimaliste. C'est-à-dire que, et ça arrive dans beaucoup de groupes, c'est-à-dire que pour trouver sa place, pour trouver son identité, on a plutôt tendance à dénigrer les autres. Et ça, c'est vraiment un des freins importants, au lieu de faire preuve de bienveillance vis-à-vis des athlètes. Mais voilà, c'est d'essayer de trouver sa place, de se protéger soi-même, etc. J'y vois là trois éléments les plus dangereux au début, parce qu'après, si on a bien fait son travail dans la construction du groupe, si les valeurs sont transmises, si le dialogue est en place, si ce qui était un sacrifice est transformé en investissement, si chaque étape a été respectée, si les personnes qui ont eu la délégation de pouvoir l'utilisent bien, si elles ne l'utilisent pas bien, qu'elles soient sorties, qu'elles soient remplacées par des personnes qui savent le faire, à un moment donné, il n'y a plus de risque. Moi, j'étais arrivé à un moment donné de relation avec certains athlètes, au bout de 10 ans, pas de risque. Et jamais de risque. J'ai fait une sortie médiatique très houleuse vis-à-vis de Florent Manodou. Je suis allé le voir le lendemain en lui disant on arrête de travailler, on continue. Il m'en continue. Il n'a pas apprécié ce que j'ai fait. En fait, je lui ai expliqué pourquoi j'ai fait. Je lui ai expliqué que ça faisait 10 jours que je lui parlais, qu'il ne m'écoutait pas. Et que je me suis dit, comme aujourd'hui, en réalité, on n'arrive plus à se parler, je savais qu'au travers de la presse, sur ton téléphone le soir dans ton lit, quand tu allais lire l'article, tu allais le lire avec l'attention que je voulais que tu portes aux mots que j'essayais de te donner la veille. Et voilà. Et on a continué à travailler ensemble. Donc, il y a finalement peu de risques après ça. À partir du moment au début, il y a ces risques-là. Positionnement de chacun, du respect de chacun, et puis de faire attention à ses mots. Dans un groupe, dans une boîte, ou dans une entreprise, ou dans un club, les mots, c'est important. L'utilisation des mots, la bienveillance, c'est important. Le côté positif des choses, c'est important. Savoir bien lire ses athlètes, c'est important. Avoir des choses qui soient claires, qui soient stables. La recherche de performance, ça va être assez instable en soi pour que nous, on ne soit pas stable autour du processus. Ouais, tout à fait. Bon. Écoute, merci pour ces éléments de réponse. En tout cas, je vous en prie, c'était avec plaisir. Peut-être pour finir et clôturer, puisque bon, là, du coup, on n'a plus trop de questions. Ce serait. On a des gens qui sont passés à table, peut-être. Peut-être que. Bon, mais maintenant, on est Guy, je sais pas quoi, là, comme tu as dit. On arrive à manger en même temps que de regarder. Malheureusement. Voilà. Oui, malheureusement. Liquitude. Liquitude. Pour toi, finalement, dans tout ça, quel est le facteur clé? Voilà. Si tu devais retenir un élément fondamental, un élément essentiel, le facteur clé pour toi dans tout ça, ce serait quoi? C'est l'envie de le faire à plusieurs, déjà. C'est de comprendre que si on ne le fait pas à plusieurs, déjà, ça n'a pas de sens. Il n'y aura pas le partage, il n'y aura pas la remise en question permanente, il y aura ce que nous, on est chaque jour avec nos bails, il n'y aura pas le groupe qui va pouvoir réguler tout ça. Le plaisir de partager avec un groupe, le plaisir de vivre une aventure, le plaisir d'être mis à nu dans son quotidien. C'est très facile quand on se prépare de son côté, qu'on se cache. Alors que là, quand on doit se montrer tous les jours, finalement, on voit nos qualités et nos défauts, donc ça nous permet de progresser. Voilà, de se tourner vers l'autre et puis d'apprendre de l'autre, de respecter et de s'imaginer que chez chaque personne, il y a des choses qui sont fantastiques, même quand au premier abord, on ne les voit pas. Ok. Parfait. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je te remercie déjà beaucoup. Avec plaisir. Voilà. Déjà pour la qualité de ton intervention et puis pour m'avoir permis de revenir à Marseille un coup. Je suis marseillais. J'avais dit que je le dirais. Et puis merci à vous donc d'avoir participé à ce premier Open Talk de la société Odélie, donc qui vous informe, qui vous forme et qui vous accompagne dans vos différentes problématiques de vie, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou sportives. Avec des coachs, voilà, avec des experts reconnus. Voilà, on essaie en fait de permettre de passer des étapes dans vos vies, quelle que soit la problématique, quel que soit le secteur de votre vie. Voilà, donc c'est le premier Open Talk d'une série. Voilà, vous serez informés de toute façon hein, pour tous les gens qui se sont inscrits des prochains. Le prochain a lieu mardi 30 janvier. Avec qui est plutôt le domaine du business sur le pilotage et la gouvernance d'entreprise avec Patrice Béguet, directeur exécutif de BPI France. Et puis on aura aussi d'autres open talks sur la vie personnelle, sur la confiance, bref, vous serez informés en temps et en heure. Voilà, on va clôturer ce premier webinaire. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était instructif pour vous. D'après les témoignages, c'est le cas. Et je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Au revoir.